Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlotte avec Grégotte. Je suis accompagné aujourd'hui de Johnny Frachet et on fait un fight recap de l'UFC 218. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va analyser les combats qui nous ont intéressés et puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en retirer, aussi bien pour notre pratique personnelle que dans nos cours. Allez, c'est parti! The moment you have been waiting for. It's time! Parlotte avec Grégotte. Bon Johnny, ça va? Ça va toi? Bah ouais, super. Alors on se voit aujourd'hui pour parler un peu de MMA et notamment de l'UFC. Le dernier UFC 218 là, qu'il y a eu il y a quelques jours. Il y a eu des combats super intéressants. Du coup, je m'étais dit qu'on pouvait en parler. Comme tous les deux, on suit Joe Rogan et il fait des fight recap maintenant aussi où c'est après l'événement. C'est pas mal aussi au final parce que tu fais avant, c'est que des spéculations. Pendant, c'est pas toujours évident. On a essayé une fois, mais on n'avait pas réussi à se caler avec Pank et tout ça. Du coup, après, c'est pas mal, tu vois, parce que tu as eu le temps un peu de digérer le combat et tout. Ça. Et voilà, je me dis que c'est une bonne occasion de voir un peu chacun ce qu'on a pu analyser des combats et puis éventuellement en tirer des conclusions ou des choses à retenir, tu vois. En plus, ce qui est intéressant, c'est que ça donne. Il y a eu beaucoup de conversations sur, par exemple, Francis Ngannou et tout ça. Ouais. Mais je trouve qu'il y a d'autres combats qui sont passés un peu à la trappe. Ouais. Par exemple, c'est Judo contre Pettis et tout, qui étaient vraiment des combats intéressants et techniques. Ouais. Même le combat de Paul Felder qui était vraiment intéressant contre Charles de Bronx. Ouais. Donc parler de tout ça techniquement et puis avec notre point de vue et notre expérience, ça peut donner des petits éclairages pour les gens. Pour cet événement-là, aussi pour ce qu'ils peuvent s'attendre pour les prochains événements aussi. Et puis voir aussi une analyse, c'est toujours intéressant. Ouais, c'est clair. Mais du coup, je sais pas si tu avais vu aussi le combat des femmes là, de Tessia Torres. Ouais, j'ai vu. Contre Michelle Waterson, c'était pas mal aussi. C'était vraiment intéressant. C'est pas mal, mais elle était en mode hyper agressive, Torres, par rapport à d'habitude. Pas qu'elle est pas agressive, mais en fait, ce qu'il disait Joe Rogan, c'est que avant, elle n'était pas professionnelle, elle était en master, elle était encore en train de faire ses études, elle était en master, et du coup, elle avait, je sais plus, une thèse, un truc comme ça à rendre, et du coup, toutes ces années, elle s'entraînait en faisant un master en parallèle, donc elle n'était pas à 100%, et que là, elle a terminé, et que maintenant, donc, elle est à 100% pro et tout, et que c'est peut-être ça aussi la différence dans la prépa physique et tout ça, donc... Moi, je la connais parce que je m'entraînais avec elle à l'American Top Team. Ouais. Mais elle s'entraînait déjà comme une professionnelle, elle s'entraînait déjà 2 fois par jour, même des fois 3 fois par jour, donc... je pense que c'est l'expérience plus qui a changé parce qu'après il y a beaucoup d'athlètes qui travaillent. Type Miotic, ils continuent à être pompiers. Ouais. Il y en a même qui trouvent un équilibre dans ça, c'est-à-dire ça leur permet de ne pas stresser et de se concentrer sur autre chose. Bien sûr, ils allègent, mais la plupart des combattants, il y en a plein. Soit ils travaillent à côté, soit ils donnent des cours. La plupart, ils donnent des cours. Donc, on a la vision du gars qui fait que ça, mais il va s'ennuyer toute la journée ou alors il stresse. Et avoir aussi un équilibre en dehors, ça permet de se donner à 100%, en tout cas mentalement, dans la performance. Donc pour revenir à Tessia Torres, ce que j'ai vu là, c'est plus de... déjà, c'est quelqu'un qui vient du karaté. Par contre, elle sort pas beaucoup ses jambes, alors qu'elle a des jambes vraiment... En tout cas, je parle des jambes, je parle des coups de pied, pas de la beauté de ses jambes. Je parle des coups de pied. Elle a des kicks vraiment efficaces. Elle a son sidekick, la coup de pied de côté, d'habitude, qui aimait vachement bien. Elle l'a pas fait du tout. Michelle Waterson. Après, le problème, c'est aussi que ses adversaires sont grands. Donc, quand elle va kicker, elle sera en distance de points. Ouais. Donc, peut-être c'est pour ça qu'elle frappe pas. Mais au final, les deux, elles venaient du karaté. Puisque Michelle Waterson aussi, elle vient du karaté. Je crois qu'elle a fait taekwondo et tout, mais on l'appelle son surnom, c'est Karaté Hoti. Mais pourtant, elle envoyait des jambes un peu. Mais c'était léger. C'était léger un peu. C'était hors distance ou alors c'était un peu au niveau de l'appui. Je pense qu'ils viennent d'une discipline, mais tant que l'adaptation n'a pas été faite vraiment, et puis l'adaptation, il faut continuer à la faire. C'est-à-dire que tu peux pas continuer à dormir, à te dire bon ok ça va ressortir au moment opportun. Il faut quand même continuer à inclure la lutte, la boxe et le sol, le striking on va dire, le striking de MMA. Vraiment tout le temps il faut chercher à le faire évoluer
Et il faut toujours essayer de, par exemple, si son point fort c'est les coups de pied, il faut toujours le mettre. Elle va apprendre des nouvelles techniques de lutte, elle va s'améliorer en anglaise, il va falloir maintenant inclure ces nouvelles qualités avec ce qu'elle savait faire avant. Donc ça se travaille. Et ça, on l'oublie. C'est pour ça que les gens ils disent ouais, tel combattant il est fini, lui il a perdu, lui il a fait ci, ça, ou alors il a régressé, comme José Aldo par exemple. Il a tellement progressé en anglaise, donc on voit qu'il est beaucoup plus statique sur ses appuis, il bouge beaucoup plus la tête, mais par contre il perd un petit peu les enchaînements, la liaison point-jambe, parce qu'il est très ancré sur les points. Donc ça c'est un exemple aussi qu'on a pu voir, qu'on peut voir avec Tessia Torres, c'est peut-être pour ça qu'elle sort pas autant ses jambes. Mais en plus elle était vraiment en mode un peu bourrinage, alors elle rentrait à fond sur les points en enchaînant des directs, des crochets, des fois un peu à la Vanderlei Silva et tout. C'était pas ultra technique. Par contre, au niveau du rythme qu'elle a mis, elle a pas du tout laissé Waterson s'exprimer, quoi. C'est pour ça que d'habitude Waterson, elle est bien, hein, tu vois. Mais là, je pense qu'elle a été un peu surprise par le rythme qu'elle a imposé et par la distance aussi, parce que elle rentrait à chaque fois, c'était des accélérations. C'est ça. Mais du coup, c'était un combat qui était enfin, tu vois, sympa à regarder, quoi. Tu t'ennuyais pas, quoi. Mais c'était différent d'habitude, il manquait un peu les coups de pied. Mais elle a gagné, et puis en plus, elle a travaillé contre la cage. Et je pense qu'une personne comme ça, qui travaille à distance, qui aime bien travailler de manière technique et fluide, il faut faire du brawling un peu avec. Parce qu'on la sort de ses... À moins d'être vraiment plus forte, mais vraiment, genre, exceptionnellement plus fort... que la personne qui est en face, sinon il faut un peu lui rentrer dedans, sinon elle trouve ses appuis, elle trouve son timing et là c'est mort. Et là c'est ce qu'elle a fait, Tessia Torres, c'était la bonne stratégie. Hein. Elle a changé de camp d'entraînement, elle s'entraîne en plus petit comité avec sa copine. Hein. Et donc je pense que ça lui va bien, Ah, sa copine c'est Raquel Pennington, Elle est pas mal en anglaise, elle. Elle est pas mal en anglaise du tout, mais c'est aussi un peu... bagarre. C'est une bagarreuse, quoi. C'est ça. De toute façon, en MMA, il faut une notion que tu dis, souvent, c'est occuper l'espace. C'est-à-dire, il faut occuper l'espace parce que, comme c'est avec des petits gants, si on n'occupe pas l'espace, on augmente la probabilité de se faire toucher. Donc, soit on est loin, soit on est en train de frapper ou en train de bouger, en tout cas. Et comme tu le dis dans tes cours d'ailleurs. Et je pense que c'est vrai, on ne peut pas rester devant, planter et faire que des esquives, ou à moins d'attendre un contre. Mais, donc, c'est du brawling, mais en fait, ils appellent ça... comment ils appellent ça, le blitz. En karaté, blitz, c'est-à-dire une explosion en avançant, en faisant plein de coups. Chaque coup n'est pas fait forcément pour toucher, mais c'est pour meubler l'espace et pour pouvoir toucher l'adversaire. Et c'est ce que Tessia Torres, elle a fait, hein, je trouve. Ça désorganise pas mal la défense de l'autre, parce que d'un seul coup, tu as une pluie de coups qui arrivent. C'est ça. Même s'ils ne sont pas tous efficaces, tu vas peut-être faire des erreurs dans ta défense et ça va créer une ouverture, quoi. Et ça permet de mettre l'adversaire contre la cage. Et de travailler quand l'adversaire est plus grand ou beaucoup plus et aime travailler à longue distance, c'est intéressant de faire ça. C'est ce qu'elle a fait et j'ai trouvé que c'était... franchement, j'ai trouvé le combat vraiment stratégiquement, c'était bien foutu. C'était bien. Après, t'avais donc, tu parlais de Cerudo contre le petit frère de Pettis, Sergio Pettis. Et moi, Cerudo, son combat précédent, je sais même plus si c'est pas contre qui c'était. Son combat précédent, c'était contre... un Brésilien, je crois, non? Oui, c'était contre... je me rappelle plus, mais c'est un mec qui était bon quand même. C'était contre... attends, comment il s'appelle? Wilson Reis. Voilà. Wilson Reis, de Team Alliance. Il était arrivé du coup avec son nouveau style à Cerudo. Position un peu karaté, bien en flexion, assez de profil et tout. Et moi je trouve qu'il a fait un bon... mais c'est hallucinant, quoi, la progression, je trouve qu'il a fait. Mais il était déjà bien, je trouve, en pied-point, tu vois, parce qu'il a les aptitudes athlétiques et tout. Je trouve que souvent, les mecs qui sont haut niveau en lutte, en fait, je trouve qu'il y a une bonne conversion vers le pied-point, tu vois. Contrairement, par exemple, les judokas, ça se passe moins bien souvent, tu vois, parce qu'ils n'ont pas la mobilité du buste, les appuis sont pas pareils et tout, mais les appuis de la lutte... Au final, si tu es efficace en étant sur une flexion, tu vois, quand même importante des jambes comme ça, et que tu arrives à être mobile, quand tu es un peu plus debout, tu te balades, tu vois, c'est facile. Et je trouve que souvent, il y a pas mal de bons lutteurs qui finissent par atteindre vraiment avoir un bon niveau en pied-point.
Mais là, du coup, lui, il avait développé un pied-point assez conventionnel au départ, efficace mais bien. Et là, il a complètement changé. Donc, de côté, les mains en avant. Et ouais, son combat contre Race, j'avais été impressionné, quoi. Bah, il le dit d'ailleurs. Et en fait, il a rajouté du karaté dans ses entraînements. Il a rajouté du karaté, Ouais. il en parle. Il en parle. Il dit, en fait, j'ai pas trouvé d'autres informations sur. J'aurais bien voulu voir comment il arrive à la. Parce qu'en fait, tu peux pas tout prendre. Il va pas tout prendre, tout le karaté. Mais je pense que c'est tout ce qui est le travail à distance, les déplacements, les stratégies de travail à distance qui sont intéressantes. Et il s'entraîne avec des grands experts parce que même pour la boxe thaï, il travaille avec Damien Traynor. Et Damien Traynor, c'est un grand technicien de la boxe thaï, du pied-point anglais. Et donc. Deb fait des siennes. Tu te tais, Deb. Et donc, ouais, on voit un gros travail de. Mais déjà, en lutte, c'était un super technicien. Arrête. Elle pleure. Non, Deb, tu nous laisses tranquille. Allez, laisse-nous tranquille. Désolé. Chut. Et ouais, mais lui, son nom, il me dit quelque chose, mais je vois pas bien qui c'est, mais je sais que j'ai déjà entendu son nom. Ouais. Mais ouais, je savais pas qu'il avait. Bah, on voit qu'il y a un style karaté, tu vois, mais j'avais pas fait les recherches dessus. Mais c'est marrant parce que c'est pas souvent que tu as un changement net comme ça. C'est-à-dire que. Chut. Elle veut participer à la conversation. Et c'est pas souvent qu'il y a un changement net comme ça, tu vois, dans le style de quelqu'un. Parfois, tu vois, au fur et à mesure du temps, des mois, des années, il y en a, ils tentent des nouvelles choses, puis tu vois que leur style, il se modifie, mais lui, il est arrivé, nouvelle position, nouvelle manière d'attaquer et tout ça. Il a toujours sa lutte. Bah là, on a vu contre Pettis, c'est quand il a envie de l'amener au sol, il l'amène au sol. Exceptionnel. Il fait ce qu'il veut, mais bon, le mec est champion olympique de lutte, médaille d'or en plus, je crois, donc c'est vraiment... c'est ça. Ouais, c'est vraiment un tueur en lutte. C'est intéressant. C'est intéressant parce que le gars, il a 30 ans. Il a beaucoup de combats en lutte, mais vraiment, et puis c'est peut-être pas des coups, mais quand même, ils se prennent pas mal d'impact, pas mal de coups. Et en plus, c'est conséquent. Hein. Je crois que ça peut-être de l'ordre de 500 combats, peut-être plus même, hein, parce qu'il combat toutes les semaines. Hein. Et il arrive à changer son style. Donc ça montre encore que la méthode, encore comme on avait parlé dans notre podcast, c'est-à-dire que la méthode, elle est vraiment importante. C'est-à-dire s'entraîner. Il a pas pu faire beaucoup d'heures en karaté, parce qu'il l'a rajouté il n'y a pas longtemps, mais en sélectionnant la qualité qu'il a voulu, en ayant une problématique et en essayant de trouver les moyens qui permettent de répondre à cette problématique le mieux possible, ben, il a pris du karaté, il a pris la boxe thaï, mais une boxe thaï adaptée encore une fois. Et c'est intéressant. Mais du coup, moi je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a plein de combattants maintenant qui commencent à avoir un nouveau style. Tu vois, bon, il y a Conor McGregor qui est le plus connu et tout, qui a un peu un style similaire au final. Mais t'as Thompson, t'as Sage Northcutt, t'as plein de mecs en fait qui commencent à avoir des styles différents. Et du coup, ça apporte, je trouve, aussi un vent de fraîcheur. Et puis, on en avait déjà parlé, mais moi, je trouve ça sympa qu'il y ait un peu un retour des arts martiaux plus traditionnels, entre guillemets. Alors, des fois, ils vont quand même chercher dans les arts martiaux où il y a de la compétition. Donc, le karaté, voilà, les point fighting, comme Stephen Thompson, ils font de la compète tout le temps aussi, tu vois, ou Venom Page et tout. Mais il y a quand même un ancrage un petit peu des arts martiaux traditionnels. En fait, ce qui va être intéressant, c'est le fait de voir exactement qu'est-ce que ça rapporte, quelle qualité ça rapporte vraiment au combat. C'est-à-dire que, par exemple, pour le karaté, c'est le travail à distance, les feintes, le cadrage. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas trop dans les autres sports. Par exemple, à cause des gants, il y a une proximité, une sensation de confort qui se passe. Donc, ils peuvent frapper beaucoup plus fort avec des gros gants. En tout cas, mettre plus de puissance dans les gros gants. Et que dans les combats avec les gros gants. Et donc, le travail à distance de cette longue distance-là, il est bien présent en karaté, etc. Mais en plus, quand tu regardes, je trouve que tu vois tu vois peu maintenant de combattants qui ont la garde, tu vois, bien levée, enfin, tu vois par exemple, tu regardes le Glory, le style du Glory, les mecs, souvent, ils sont quand même la garde bien en place, compact et tout, et tu regardes les MMA, et enfin, presque personne à sa garde. Je pense que ça dépend de la distance quand même. Je pense que ça dépend, parce que c'est ce que je faisais, c'est ce que je te disais une fois, c'est que je pense que en fonction
j'ai lu une étude norvégienne ou suédoise, super intéressante, non finlandaise, sur des combattants de MMA et sur l'influence de la surface de combat. Ça peut paraître vraiment anodin, hein, mais sur l'influence de la surface de combat, la taille de la surface de combat, sur le style de combat et sur le temps passé en longue distance, en courte distance, etc. Et donc, la taille de la cage de l'UFC, elle est assez grande et ça fait que les adversaires peuvent fuir. Et ça, c'est quelque chose, enfin, fuir, on peut se déplacer beaucoup plus. Déjà, j'ai dit fuir. Donc, c'est déjà, là, je me rends compte déjà, c'est parce qu'on a l'habitude de travailler à proximité en moyenne et en courte distance. À mes élèves, je leur dis, la moyenne distance, c'est la distance quand vous avez besoin d'un seul pas pour toucher l'adversaire. La longue distance, c'est plus d'un pas. Et la courte distance, c'est pas de pas. Je suis déjà à distance, je peux le toucher et je peux l'attraper. Donc, c'est ça. Et chaque distance caractérise, en tout cas, de ce que je vois, chaque distance caractérise par une garde spécifique, des déplacements spécifiques et des rythmes spécifiques. Par exemple, Michael Venom Page, c'est quelqu'un qui travaille en longue distance, typiquement. Et donc, c'est pour ça qu'il se permet d'avoir les mains très basses. En MMA, on est souvent en longue et en moyenne distance. Et plus le combat se rapproche, plus on est dans une moyenne et en courte distance. Parce qu'avec la fatigue, on est moins réactif et tout ça. Donc, là, maintenant, on voit des combattants comme des lutteurs qui, passé un moment, avaient perdu un peu la mainmise qu'ils avaient sur le MMA. Et maintenant, ils arrivent à passer d'une distance à l'autre en meublant avec des frappes pour arriver dans leur distance de lutte. Et en plus, ils ont un allié, c'est la cage. Ils peuvent en plus maintenir l'adversaire contre la cage. Donc, au-delà de prendre dans un sport ou dans un autre, maintenant, on a des problématiques, des moyens, et on arrive à trouver un petit peu des patterns qui se reproduisent. Et on arrive à voir, maintenant, il faut savoir travailler de loin, de moyenne distance, de courte distance. Donc, longue distance, karaté et tout ça, mais on pourrait dire l'escrime, mais un peu façon Bruce Lee. Moyenne distance, ça serait plus kick et certains styles de boxe anglaise comme Lomachenko, etc. Et un peu le mouet. Et la courte distance, tout le travail de clinch et d'anglaise collée, dans la in the pocket, comme ils disent, dans la poche. Et tout ce travail-là, il va être spécifique. Et je pense que plus on se rapproche de l'adversaire, plus il faut lever. Ça, c'est indéniable, parce que même en travaillant avec les mains basses, à moins de rentrer dans les jambes, le coude et le genou, il peut vraiment vite arriver dans la courte distance. Mais la courte distance, c'est la plupart du temps, on tient déjà. On n'est pas en train de boxer. Il y a certains combattants qui le font. Justement, on parlait de Lineker. Lineker, en courte distance, il meuble l'espace. Il envoie des gros crochets, des gros uppercuts. Ça fait que si tu lèves pas les mains, ou alors tu descends pas dans ses jambes, mais comme il est petit, voilà. Donc, la problème en fonction, c'est oui, mais. Encore une fois, c'est oui, mais à quelle distance, contre quel adversaire. Et je pense que maintenant, on arrive à voir des schémas se répéter. On a vu avec Machida qui arrivait, on a vu avec Vanderlei qui combattait en pression dans une courte distance, des crochets et du clinch. On a vu Conor McGregor qui voyage entre la moyenne et la longue distance pour contrer. Et donc maintenant, je pense que toutes ces infos-là qu'on voit dans les combats, on peut les reprendre d'ailleurs. Mais tu vois, Conor, il repose vachement en MMA sur ses esquives, son coup d'œil. Et du contre. Et du contre, voilà. Mais on en reparlera après, mais Holloway, c'est un peu pareil, tu vois. Il a quasiment jamais sa garde montée. Il a la tête en l'air, tu vois, le menton sorti et tout. Normalement, c'est des grosses erreurs. Mais lui, je pense qu'il le fait. Je pense pas que c'est une erreur pour lui, mais il le fait sciemment. Il y a des gens, ça leur donne un peu de vista, tu vois, de vision, d'avoir la tête en l'air. Ils se mettent un petit peu plus loin, ils ont une meilleure vision. Bon, si ça fonctionne pour toi, moi j'ai toujours envie de dire pourquoi pas, tu vois. C'est ça. Mais c'est ça, exactement. Moi, je pense qu'il n'y a pas de règles définies. C'est ce que tu fais, ça marche, c'est bon. Et puis, il faut être capable d'avoir plusieurs. Comme on dit, il ne faut pas être un one-trick pony. C'est-à-dire, je ne dois pas avoir qu'une seule arme. Je dois être capable, par exemple, on regarde José Aldo. Maintenant, on sait qu'en longue distance, il n'est pas bien. Conor McGregor, quand il prend même des lutteurs comme Shawn Mendes, en courte distance, il s'est fait canarder. Parce que ses mains, elles étaient très basses. C'est pas du tout la même. Et on l'a vu dans son combat de boxe anglaise. Quand il était en courte distance, il peut plus lever la tête et mettre les mains parce que sa distance et même ses appuis, c'était pas bon. Donc, enfin, pas bon. Je vais pas me permettre de juger, mais je pense que voilà, il s'est fait toucher. Donc ça dépend, ouais, c'est vrai, ça dépend de la problématique et de la situation. Maintenant, il y a plein de combattants, c'est vrai, qui ont un sens de la distance tellement développé, qui restent en longue distance tout le temps, en longue et en moyenne distance. Il y a certains combattants, même par exemple un Français, Saladin Parnasse, qui combat bientôt au KSW. Il a un sens, déjà il est gaucher.
Il a une vitesse de bras exceptionnelle, un cardio exceptionnel, mais en plus de ça, un sens de la distance qui fait que même avec les mains basses, même avec des fois pas forcément une position super fermée comme à la Mike Tyson, il touche et personne ne le touche. Et justement, c'est ce que tu dis, c'est ça. Il utilise beaucoup la distance et sa vista, quoi, sa vision du combat. Parce que souvent, tu vois, moi, c'est un truc qui revient dans les commentaires que j'ai sur mes vidéos. Souvent, tu vois, c'est « Oh, il n'y a pas la garde, machin et tout ». Mais en fait, j'ai l'impression que les gens, ils comprennent pas que d'une part, tu montes ta garde quand tu sens le danger. Et alors, tu peux te faire surprendre, hein, oui, mais d'avoir tout le temps sa garde levée, ça va souvent un petit peu te retirer de mobilité, tu vois, du relâchement et tout ça. Et surtout, ouais, si tu montes ta garde quand tu sens le danger. Donc, les mecs qui montent pas leur garde, c'est qu'ils se sentent bien, et à tort ou à raison, mais bon, si après tu te fais mettre KO, tu vas peut-être dire, tiens, dans cette situation-là, faut pas que je m'amuse à baisser ma garde. Mais c'est une question de contexte, tu vois, souvent. Moi, je le dis aussi quand je vois dans les sparring, moi, mes élèves, je les laisse pas mal s'exprimer, trouver leur style et tout. Je leur apprends les fondamentaux. Et après, je les laisse un peu s'amuser, faire ce qu'ils ont envie. Mais il y en a, je leur dis, tiens, regarde. Enfin, je crois que je sais pas si on n'avait pas déjà parlé, mais je me rappelle d'un où il s'amusait à baisser sa garde, mais il était face à un mec qui était vachement plus rapide que lui. Il s'en prenait plein la tête. Je lui dis, non, là, le mec qu'en face, il est meilleur que toi, il est plus rapide. C'est pas le moment de baisser ta garde, tu vois. C'est ça. Là, c'est le moment d'avoir une garde bien compacte, bien levée, et d'avoir une autre stratégie, parce que sinon, tu te fais allumer. Tu te allumer. C'est contextuel, c'est ça. C'est exactement ça. Ça dépend. Il en parlait, Joe Vatellini, le présentateur du Glory. C'est quelqu'un qui est arrivé, il y avait des gars, ils avaient 130 combats, il arrive avec 4 combats amateurs, et il a gagné le Glory. Et donc, il s'est dit, bon, je suis moins rapide. Par contre, je suis puissant, mais je suis moins rapide, j'ai moins bon sens de la distance, donc je vais devoir lever les mains. Donc il montait, il appelle ça le shield. Il lève les mains comme ça, et il envoyait les low kicks, il a développé son système de low kick d'ailleurs qui est vraiment intéressant. Et donc là, c'est le contre-exemple par rapport à... Et il a battu d'ailleurs Daniels qui boxe avec les mains. Et comment il l'a battu? En lui mettant la pression, en venant en courte distance et en bloquant là. Ce qu'il y a, c'est qu'en MMA, on n'a pas des matelas là. Donc il va falloir l'adapter. Je pense qu'on doit quand même le travailler. On doit avoir un shield. On doit être très bon à distance, mais très bon aussi dans la distance de feu. Ça, on doit le travailler. C'est deux jeux qu'on fait beaucoup avec les élèves au LSA et même à la Hatch Academy. Je l'ai fait ça hier soir dans mes cours, parce qu'en ce moment je regarde justement ses vidéos à Valtellini, et j'ai fait faire son shield où il pousse juste un petit peu pour créer de la distance et il envoie son low kick. Exactement. Low kick arrière, et je leur fais pas mal travailler depuis plusieurs semaines justement le low kick qui est un peu comme une béquille et sans le pivot du pied d'appui, très près, la garde tout le temps levée et tout. Je le trouve pas mal parce que tu peux passer de point à pied très rapidement et tout de suite revenir en point. C'est ça. Et du coup, tu mets une pression constante sur la personne, tu vois. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que le low kick, il fait mal. Il est hyper rapide parce qu'il est très court. Et du coup, tu peux avoir une pression sans cesse, contrairement à parfois certains enchaînements où tu vas sortir en low kick un petit peu décalé. Et du coup, quand tu reviens en position, l'enchaînement il est terminé, il faut repartir, quoi. C'est ça. On peut voir avec, par exemple, pour revenir sur l'UFC, on peut voir par exemple Paul Felder qui a combattu. Paul Felder, et c'est vraiment intéressant parce qu'il vient de l'école il s'entraîne chez Duke Rufus maintenant. Il a eu d'autres profs. Et on voit les différentes manières d'envoyer les jambes ou les low kicks. Donc des fois, il lève le genou quand il veut être un peu plus imprévisible ou fronté. Et sinon, il l'envoie un petit peu, la plupart du temps, il l'envoie en biais un peu à la Senchai. C'est-à-dire, il ne va pas ouvrir presque à 90 degrés, monter et descendre comme on dit à la hollandaise. Il l'envoie comme ça, un peu plus droit. Et il revient, par contre, il l'envoie un peu plus, je sais pas, on va dire 45 degrés. Et il revient un peu plus dans l'axe pour revenir vite et pour pouvoir contrer. Ce qui est intéressant avec ce genre de frappe, c'est que déjà, le retour de la jambe est plus rapide. Elle part aussi, elle est moins visible. Et deuxièmement, on peut riposter sur des frappes en poids et en plus défendre des amener au sol. Ça, c'est une problématique qu'il faut voir. Il montre par exemple il montre dans une de ses vidéos qu'il passe pas toujours la hanche. Il passe la hanche mais à moitié. Pourquoi? Parce que si la hanche elle passe totalement, je peux plus défendre l'amener au sol. Et en plus, je suis exposé pour un contre. Donc, encore une fois, on arrive dans un truc où c'est marrant parce que les arts martiaux qui étaient innovateurs avant, maintenant, les gens ils restent campés sur leur position et c'est ancien. Et on réutilise des trucs qu'on réutilisait avant. En fait, ça vient ni des arts martiaux ni des sports de combat, c'est qu'il y a des angles. Je peux faire un crochet large et un crochet court. D'accord?
Et maintenant, il faut savoir à quel moment je vais le faire. Je peux faire un middle super large, un middle court. Il faut savoir à quel moment je le fais. Je pense que c'est comme ça qu'on doit voir les choses et pas le voir en tant que, ok, j'aime bien, moi j'ai appris toujours comme ça marche comme ça pour moi, je le fais tout le temps par exemple. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est la problématique à voir. Et d'ailleurs, l'UFC, là, on a eu plein d'éléments. On a eu de la lutte, on a eu de la boxe à longue distance, de la boxe à courte distance et du travail contre la cage. Et, par exemple, pour revenir à parler encore à l'UFC, à Francis Ngannou, il y a plein de gens qui disent oui, j'aimerais le voir contre un lutteur, j'aimerais le voir, mais en fait, on s'en fout. L'important, c'est, comme il dit chez Elsonen, c'est ce qu'il fait là. Il prend des gars qui ont beaucoup plus d'expérience que lui, il les atomise. C'était, je sais pas ce que tu en as pensé, c'est vrai qu'il bouge pas trop, il est économique dans ses déplacements. Franchement, moi je trouve qu'il est vraiment efficace et que son coach, Fernand Lopez et lui, ils ont fait un vraiment beau travail pour prioriser ses points forts et améliorer ses points faibles qu'on n'a pas encore vus en tout cas. Non, donc, franchement, le combat, bon, on peut en parler si tu veux, le combat de Ngannou, c'était vraiment un bon test de prendre Overeem qui a une grosse expérience. Alors Overeem, tout le monde dit, ouais, c'est un grand champion, et oui, il a eu plein de titres et tout. Joe Rogan, il dit tout le temps, il a une super technique et tout. Moi, j'ai jamais trouvé que sa technique, elle était belle. Pour moi, il repose beaucoup sur sa force. Maintenant qu'il est plus dopé, il est carrément moins agressif qu'avant et du coup, il repose moins sur sa force. Mais tu vois, j'ai jamais trouvé qu'il avait même quand il combattait en taille ou en kick, j'ai jamais trouvé que sa technique, elle était, tu vois, c'est pas Ernesto Hoost, tu vois, il était super bon sur les coups de genoux, dans le clinch et tout, mais je trouve que sa boxe, elle est, bon, alors c'est pas très académique, c'est efficace, hein, mais moi je trouve pas ça spécialement beau, tu vois. Et du coup, là, contre Ngannou, bon, c'était le test, on sait que son menton, il est un peu fragilisé quand même. Il a pris pas mal de KO. Pas mal de KO. Je crois plus de 25. Ouais. Donc ça fait beaucoup. Ça s'additionne à force. Mais bon, déjà, moi j'étais surpris début du combat. Tout de suite, il clinch. Tu vois, il veut pas. Donc tu vois qu'il quand même, il n'est pas confiant face à Francis sur les échanges en pied-point, quoi. Il veut clincher, donc moi je me suis dit tiens, il veut peut-être utiliser ses genoux qui sont dévastateurs en général. Tu vois que Francis, avec sa force, il y a une tentative de takedown et c'est à peine, on dirait que c'est un bras qu'il le repousse. Et du coup, le réel, quasiment, il y a eu un échange où ils ne se sont pas vraiment touchés et le vrai deuxième échange, KO quoi. C'est-à-dire que Francis... Donc ils ont fait leur truc avec la test là, comme quoi c'est l'homme le plus puissant au monde. Je sais pas si tu as vu ça, il a tapé sur un truc un peu façon Ivan Drago dans Rocky 4 là, où il y a plusieurs, c'est la même machine dans plein de pays et tout ça. Et il a le record précédent c'était Tyrone Spong et il le bat de 200 unités ou je sais pas combien, enfin un truc assez énorme. Et du coup pour l'instant il a le titre l'homme le plus puissant au monde, tu vois. Mais bien sûr, il y a plein de mecs qu'ils n'ont pas testé, tu vois, qui sont ultra puissants. Donc, ça n'a pas une vraie valeur, mais c'est quand même un indicateur que le mec, il tape ultra fort. Ils l'ont testé sur un overhand, ils l'ont testé sur un uppercut. Sur l'uppercut, d'ailleurs, qu'il a mis KO Overeem. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et c'était... son uppercut était encore même un peu plus puissant que le meilleur punch de Tyrone Spong. Il faisait pas ça sur les coups de pied, c'est que sur les points. Et du coup, voilà, on sait qu'il est ultra puissant. Et enfin là, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que s'il touche une fois, ça suffit, quoi. Il a quelque chose qui... On dit que ça s'apprend pas. Je pense qu'on va découvrir que ça s'apprend au fur et à mesure des prochaines années parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites vraiment sur le KO. Il y en a qui ont été faites sur le KO punch, en fait. Ça. Ouais. On n'a pas vraiment donné. C'est encore un peu c'est pas encore bien clair. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir un combattant qui représente aussi la France, il représente aussi l'Afrique, mais son pays, il représente, il vient de quel pays déjà? C'est Cameroun, je crois. Je crois Cameroun, ouais. Cameroun. Donc il représente le Cameroun, la France aussi. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un, voilà. Et puis sinon, en parlant techniquement et purement techniquement, c'est bien parce qu'on l'a vu évoluer, on l'a vu s'améliorer. On voit un travail, il est resté assez fidèle à son coach. Ils ont fait un super travail. J'ai pu le voir
avec le temps que j'ai passé un petit peu au MMA Factory, je voyais qu'il y avait une bonne synergie entre le coach et l'entraîneur, et puis une bonne méthode quand même d'entraînement qui était faite, et là on voit vraiment une progression, et surtout, ça peut être un gros puncher, mais sans technique et sans stratégie, bah, voilà, c'est surtout contre un adversaire comme Overeem. Donc là, c'est vraiment le test qu'il lui fallait. Je ne sais pas s'il va affronter tout de suite Stipe. C'est prévu que son prochain combat ce soit contre Stipe. Maintenant, je crois que Stipe il était blessé. D'accord. Donc je ne sais pas quand ça va se faire. Mais ça va être un combat intéressant. Mais je pense que ça va être tendu pour Stipe, quoi, parce que tu n'as pas le droit à une erreur. C'est-à-dire qu'il te touche une fois sans que tu arrives un petit peu à l'absorber ou le bloquer partiellement. Et tu vas faire dodo, quoi. Bah, ce qui est intéressant, c'est ça. Après, bon, si on est chauvin, on regarde rien d'autre. Et après, si on fait vraiment en termes d'analyste, si on analyse vraiment, voilà, on a pu voir déjà Overeem perdre ses moyens surtout. Il arrive, je pense qu'il avait perdu avant d'avoir combattu. On le voit. Après, peut-être il y a les produits qui jouent. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir pris beaucoup de coups dans la tête. Parce que lui, il a fait non seulement du MMA, mais en plus le K1 et puis les combats de boxe taille. Et il y a un autre truc aussi qu'il faut voir, c'est que Overeem, il vient de 77 kilos, je crois. Donc, et là, par contre, il était très technique à 77. Et après, monter à 100 et quelques. Puis avec tous ces combats, peut-être qu'il ne s'est pas trop rénové entre-temps. Parce que c'est vrai que c'est de plus en plus difficile d'apprendre des nouvelles choses et puis de les mettre en pratique, quoi. Donc, il y a eu un beau combat, il prend le centre du ring, il met la pression, il impose son rythme, il impose son combat, et puis il touche. Un autre point qui est important, c'est que c'est bien d'avoir de la puissance, mais s'il n'y a pas de précision, ça sert à rien. Et là, on voit une vraie précision, parce que quand même la tête d'Overeem, elle descend. Il fait un truc qui pourrait paraître une grosse erreur, mais il sort la tête. Il sort la tête de l'axe, à chaque fois. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce qu'il y a plein de combattants qui le font, comme TJ Dillashaw, etc. Donc Francis Ngannou arrive à le toucher quand la tête sort, et au cours d'un enchaînement, parce que je crois qu'il fait un crochet ou un truc comme ça, ou un direct avant, on voit que voilà, il n'y a pas que de la puissance, hein, c'est aussi de la technique, du placement, etc. Il se déplace pas beaucoup, mais en tout cas, il y en a qui disent ça, mais quand il se déplace, il est bien. Donc c'est ce qu'on lui demande. Donc à voir maintenant sur les autres combats, mais déjà, il a battu des grands noms. Non, et puis là, Orlovski. Il y a rien à dire. Hein. Overeem. Mais en plus, le truc, c'est que quand il touche, parce que tu vois, il y a des mecs, ils touchent, le mec il tombe, mais il est pas KO. C'est-à-dire qu'il faut aller le terminer, quoi. Lui, il a été lui mettre un coup en plus, mais en réalité, c'était déjà fini, quoi. Il était déconnecté, il était il avait le corps raide, rectiligne, raide et tout, terminé. Donc, tu n'as aucune chance de revenir, tu vois. Et c'est vraiment ça que je te dis, c'est que tu n'as pas le droit à la moindre erreur. Il y en a d'autres, tu vois, c'est des punchers et tout, ils mettent des KO, mais je te dis, c'est pas des KO, c'est pas un one punch knockout, quoi, tu vois. Où le mec, il est complètement out cold. Je sais pas si tu connais le manga One Punch Man. C'est un gars, il met une droite, à chaque fois qu'il combat, il met un coup de poing, il est KO. Et ils ont mis Francis à la fin du combat, quand il tourne le dos à Overeem qui est sur le sol, avec la cape de One Punch Man, avec le pantalon jaune et tout, j'ai rigolé. J'ai pas vu ça. Si, j'ai vu. Et donc c'est intéressant. Hein. Le combat qui était intéressant, vraiment, c'était. Je sais pas s'il va prendre Verdum tout de suite. Ça, c'est intéressant, parce que Verdum, c'est vrai qu'il n'a pas le KO punch comme les autres, tout ça, mais il est pas mal quand même. Et il a battu, en fait, Verdum, quand tu regardes, moi je l'aime pas tellement, parce que je sais pas, j'ai rien contre lui, mais... Il a un style pas super joli, c'est vrai qu'il fait des trucs chelous. Voilà, au sol, t'as rien à dire, le mec c'est un killer, en général quand il t'amène au sol, t'es pas loin de taper. Debout, j'aime pas trop ce qu'il fait, mais il s'est vachement amélioré. Mais il a battu tout le monde. Il a même battu qu'un Velasquez. Il a battu Velasquez, il a battu Fedor, il a battu, il a battu tous les meilleurs, quoi. Et il les a tous pris. Bon, Cain Velasquez, moi, à chaque fois avec Pank, lui, il aime beaucoup Verdum, mais moi, je suis pas fan et j'adore Cain Velasquez. Et du coup, Pank, il est tout le temps à m'embêter sur ça, mais moi, j'aimerais bien voir une revanche de Cain Velasquez en forme, pas blessé. Je suis venu à Mexico trop tard pour m'adapter, parce que d'habitude, il a un cardio de malade, là, il était crevé dans son combat. Bon, voilà, la fatigue, on sait que ça joue un facteur, ça te fait faire des erreurs techniques, ça te fait... Voilà, tu perds énormément de ton punch, de tes moyens, tout ça. Mais
Ouais, contre Verdum, ça pourrait être intéressant. Contre Stipe, ça peut être intéressant parce qu'il est quand même dur au mal, Stipe. Il a une bonne boxe, il a une bonne lutte. Ouais. Mais voilà, alors on dit on a envie de le voir contre un lutteur, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait, avec sa force, les mecs, ils vont se sortir à un mur, quoi. C'est-à-dire que ils vont essayer de l'amener au sol, il va juste les envoyer Surtout voler, que c'est du MMA, c'est pas de la lutte. Ouais. Et puis, c'est pas un manchot, hein. Il lutte, hein. Il s'entraîne partout. Le gars, il est complet, hein. Il fait du sol, il fait. Et voilà. De toute façon, Fernand, c'est un lutteur à la base. Voilà, c'est un lutteur, et c'est puis avec le nombre de gars qui l'entraînent, Lopez, que voilà, il va pas laisser une carte non retournée, quoi. Il l'entraîne partout. Après, il va améliorer ses points forts et combler ses points faibles. Donc le gars, il se prépare. Là, il va arriver sur quand il va combattre après, il sera encore meilleur, c'est sûr et certain. C'est juste qu'au final, il a commencé il y a 4 ans, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Donc bon, même s'il a fait de la lutte régulièrement dans son entraînement, il a même pas 4 ans de lutte. Par rapport à des mecs, tu prends un Cain Velasquez qui a fait de la lutte toute sa vie. Bon, faut y arriver, quoi. Cain Velasquez, il a quand même réussi à amener au sol Brock Lesnar et tout, qui est un lutteur de malade et qui est en plus largement plus lourd et tout. Donc tu vois, tu prends un Cain Velasquez, ça pourrait être, par exemple, Cain Velasquez contre Ngannou, ça pourrait être intéressant. C'est intéressant, ouais, c'est vrai. En fait, on parle techniquement. Quand on dit ça, c'est pas pour le voir perdre. Non, pas ça. Non, moi je veux le voir gagner, je veux qu'il prenne la ceinture. Ouais. Hein. Mais c'est en termes techniques, voilà, c'est ça qui est intéressant. Après, il y a des petites vidéos là, de Chael Sonnen qui sont vraiment intéressantes. Ouais. Et à un moment, il dit, je ne sais plus de quel combat il parlait, je crois que c'était Damian Maia contre Tyron Woodley. Ouais. Et ce qu'il disait, c'est que la plupart des combattants de MMA, maintenant, ils luttent sur une attaque. C'est-à-dire ils vont rentrer dans les jambes, et puis si ça ne marche pas, c'est rare qu'ils font de la lutte en chaîne wrestling. Ouais. Et on le voit par exemple, celui qui le fait très bien, c'est Ben Askren. Ben Askren, il n'a pas une belle boxe, il a un sol vraiment qui est bien, mais par contre sa lutte, elle est exceptionnelle. Et voilà, il se prend des coups, mais il saisit, et c'est pas joli, mais c'est un tueur. Il se retire invaincu, il vient de il a pris sa retraite là. Défoncer, j'aime pas dire le mot défoncer en combat, mais il vient vraiment de casser. J'aime pas dire ça parce que je trouve que c'est un manque de respect pour le combattant en face. Mais là, il a quand même bien cassé la tête de Aoki. Et donc. C'est Joe Rogan qui dit que Askren, des fois, il viole les mecs, quoi. C'est-à-dire que quand il les met au sol, c'est un viol. C'est abusé. Ouais, c'est abusé. Les gars, ils peuvent pas. Et donc, il a une lutte particulière. Chael Sonnen dit que la plupart des lutteurs savent en compétition qu'on n'amène pas au sol sur la première attaque, à moins d'être super explosif. On amène au sol, la première attaque est là pour fixer, en tout cas, et la deuxième attaque ou la troisième, on amène sur le temps. Et je pense que ce qui était bien avec Cain Velasquez, c'était ça, le chain wrestling. Il attaquait sur quelque chose, il frappait un petit peu, il redescendait ou alors il remontait sur le buste. C'est pour ça que je te dis que je trouve qu'il y a souvent un bon transfert entre la lutte et la boxe parce que les concepts, au final, ils se retrouvent, même si les techniques, elles n'ont rien à voir, mais tu as plein de concepts qui sont similaires et il faut dire que les lutteurs, souvent, ils ont des aptitudes, ils développent des aptitudes physiques de malade. Et surtout, c'est des gros bosseurs, c'est des très très gros bosseurs. Et ils sont durs au mal parce qu'ils se prennent déjà des coups. Donc voilà, mais après ça dépend parce que tu as des mecs en jiu-jitsu brésilien comme on peut dire comment il s'appelle, il y en a certains qui sont devenus très très bons en striking. Verdum, voilà, il a mis quand même des super KO à des gars avec un style. Ça dépend en fait, ça va dépendre de la personnalité, du type d'entraînement, tout ça. Mais en général, c'est vrai que les lutteurs, ils sont durs au mal et puis qu'ils ont des aptitudes. Bah, déjà sur les appuis, debout, ils savent bouger comme tu disais tout à l'heure. Donc ils ont la notion de la distance aussi. Tu vois, en lutte, c'est hyper important. Par exemple, le judo, ils travaillent toujours à distance tu vois, où ils vont se tenir le kimono, le gi, quoi. En lutte, tu peux travailler de loin, de près, enfin, t'as les 3 distances au final. C'est ça, tu vois c'est ça. Et ça, c'est, je trouve que, moi j'adore la lutte, tu vois, j'en fais depuis un petit bout de temps maintenant avec Yuri, et là, récemment, il me disait, maintenant, on commence à voir justement que j'arrive à faire du chain wrestling, c'est-à-dire que je fais quasiment jamais une seule attaque. C'est ça. Et c'est vrai que c'est agréable de se dire, en fait, tu es dans la réaction pure, c'est-à-dire que tu prépares pas, tu fais une première attaque, mais il y a quelque chose qui se présente, un contre, quelque chose que tu n'avais pas prévu, et tu as tout de suite, en fait, quand tu as bien travaillé, tu as tout de suite des enchaînements qui sont en place dans ton corps, qui sortent tout seul, et ça te permet de... ça fonctionne pas à chaque fois, mais en tout cas, ça te permet déjà de pas sur ta première attaque, si elle n'a pas marché, de pas te faire trop contrer méchamment parce que tu restes dans une mauvaise position.
au moins, quand tu as au moins un deuxième ou un troisième mouvement derrière, même si ça s'est pas passé, bah, je trouve qu'en fait, ça te permet de revenir et de pas te faire contrer, tu vois. Ouais, C'est ça qui est intéressant. C'est que du mouvement en fait. La lutte, c'est que du mouvement et du sur. Bah, on va dire que la distance en boxe, elle est encore plus importante. En fait, on retrouve tout le temps les mêmes choses. On retrouve placement, positionnement du corps, contrôle du corps avec l'autre, c'est-à-dire un petit peu le contrôle du corps de l'adversaire. Et on retrouve aussi ce travail de distance. On retrouve ça dans le sol, la lutte et le striking. Le grappling, le wrestling et striking. Et en fonction de l'art martial, en fonction de la distance, un va être plus exacerbé que l'autre. Et en lutte, c'est vraiment toute la sensation kinesthésique où j'attrape et je tiens et en même temps j'arrive à manipuler, c'est vraiment le mot, manipuler l'adversaire. L'adversaire et être capable de rester ici longtemps, le déséquilibrer. En fait, on va le déséquilibrer parce qu'on veut l'amener au sol sur telle technique, mais on n'y pense pas vraiment. On n'y pense pas vraiment, ça va venir tout seul. Et c'est ça qui est vraiment bien avec la lutte. On voit vraiment un jeu d'échecs qui se passe. Et dans le MMA, pourquoi les lutteurs parce qu'ils sont obligés de développer une boxe particulière. Il y a Daryl Hitch, l'entraîneur de TJ Dillashaw, qui fait un super travail. Il dit... quelle technique de boxe vous devez sélectionner ou quelle technique de lutte vous devez sélectionner, c'est celle qui va vous permettre à la fois d'être toujours sur une position où vous pouvez frapper ou lutter. Vous devez être capable de lutter dans une position de boxeur, mais c'est plus complexe que ça, que juste la première interprétation. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il change de garde, par exemple, parce que quand on lutte, on avance souvent la jambe arrière, elle passe devant. Et donc c'est pour ça qu'il fait des switches comme ça pour pouvoir s'approcher du gars et saisir. Et TJ, il montre, pour moi, pour le moment, c'est celui qui a la meilleure. Je vais même dire que c'est même de l'évolution de Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, c'était longue distance. Là, puis je te cours dans les jambes. Après, bon, il avait d'autres trucs, hein, quand même, un tueur en lutte. Hein, c'est pas pour diminuer, mais voilà. Là, on voit TJ Dillashaw, c'est pas basé que sur de la puissance physique ou du timing ou de la vitesse, je veux dire. On voit vraiment des placements. Chaque frappe est calculé pour se positionner à un endroit ou à un autre par rapport à l'adversaire. On l'a vu contre Cody, il a fait un super combat, un combat magnifique, et justement le gars il sait plus si tu l'amènes au sol, tu le boxes, et là on devient dans du MMA, quoi. C'est vraiment hybride. Quand ça devient totalement, tout a été fondu dans le même moule, tout est mélangé, la lutte, la boxe, le striking, le sol, c'est vraiment intéressant, quoi. Et on l'a vu aussi avec Felder, là, Paul Felder au sol, ce qu'il a fait, une super défense d'attaque de jiu-jitsu brésilien, il a bien défendu. Pourtant Charles de Bronx, il a fait un super travail, hein. Tu vois, c'était magnifique, mais il perdait les positions. L'autre, il est resté calme, il a gardé sa composition, il est resté bien, tout. Et puis après, les frappes au sol qu'il a mis, les coups de coude dans la garde contre la cage, c'était vraiment du MMA. Contrôle des biceps, coude, et le combat il s'est arrêté, quoi. Contrairement, tu vois, à Cerudo qui pourtant au sol il passait la garde facilement, il prenait les positions qu'il voulait, mais il n'a pas réussi à être efficace. Il n'a pas réussi à frapper vraiment. Il n'était pas efficace au sol, hein. Du coup, je sais, peut-être c'est un truc qu'il a pas encore assez bossé, mais tu vois qu'il a une facilité, parce que normalement Sergio Pettis, il est quand même, tu vois, il est pas mal. Il a une garde qui est bien et tout, il se débrouille bien sur le dos, mais l'autre il faisait un peu ce qu'il voulait, quoi. Mais derrière ça suivait pas, quoi. C'est ça. En fait, après il faut avoir des positions. Il faut savoir quand bouger et quand pas bouger. Je pense qu'on doit être capable d'utiliser la position. Et dans la position, il y a des petites positions. Par exemple, quand on passe la garde, la position latérale, quand on passe les jambes de l'adversaire quand il est sur le dos, il y a plusieurs positions d'ici. Il y a la position, j'aime bien Eddie Bravo, même s'il rend les choses vachement complexes, parce qu'il détaille tout, mais c'est intéressant parce que ça donne un glossaire technique sur lequel on peut s'appuyer, prélever certaines techniques. Donc par exemple pour la position latérale, chez Eddie Bravo, il y a la position latérale normale, le contrôle avec les genoux serrés, bras tête, et après il appelle ça twister side control, où je vais inverser mes hanches et me tourner vers les jambes de l'adversaire. Et ensuite la position, je crois que ça s'appelle Kezagatame, la position de judo, où je tourne mes hanches vers la tête. Et donc de ces positions, il y a différents positionnements, positionnement de main et de contrôle. Et il faut savoir quelle position et quel positionnement de main est plus favorable ou va être utile pour frapper, pour contrôler ou pour finaliser, ou pour maintenir un adversaire au sol, par exemple. Ce qu'on a pu voir, c'est que c'est un lutteur. Là, il a développé ses judo, il a développé sa lutte, sa boxe, il a tout développé, ses amenés au sol. Maintenant, peut-être qu'il va devoir
c'est compréhensible parce que comme c'est un lutteur, il contrôle beaucoup au sol. Il contrôle, il ramène au sol, et tout ça. Maintenant, prendre des positions où je contrôle avec le bras de l'adversaire avec les jambes pour pouvoir frapper, c'est encore une autre étape dans son style. Mais c'est un autre travail, encore une fois, ça c'est moins spectaculaire, mais ça fait vraiment la différence. On voit par exemple Ben Askren, il le fait bien parce que lui, il est vachement influencé par le folk style, qui est le style un peu universitaire américain. Et donc là, ils ont le droit de rouler sur les épaules, contrôler avec une seule main. Souvent, ils contrôlent avec une seule main, ce qu'ils appellent le wrist ride, le contrôle du poignet. Contrôler avec une seule main, comme Khabib fait. Et après, contrôler le reste des jambes, l'autre bras avec les jambes pour pouvoir frapper. Donc, on voit un transfert, encore une fois, comme tu disais, entre la boxe et la lutte. Là, on voit entre les lutteurs de certains styles. C'est ça qui est marrant aussi. En fonction d'où ils viennent, on voit des styles différents. Ben Askren, il vient vraiment au folk style. Donc on voit vraiment ce contrôle au sol, cette manipulation qu'il a facilité. Ces judo, c'est vraiment olympique. Donc je t'amène au sol, je te garde au sol d'une manière un peu différente. Donc il va bouger, il va marquer ses points, etc. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas beaucoup frappé au sol. Puis l'autre, c'est pas un manchot. Hein. Petit, voilà, c'est une bonne école. Hein. Mais ils avaient quand même beaucoup de problèmes contre les lutteurs, les frères Pettis. À chaque fois qu'ils rencontrent les lutteurs, ils ont un peu de mal. Ils ont un peu de mal à défendre, les amener au sol. Ils sont vachement aériens sur leurs jambes, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils se font amener au sol, je pense. Là, il travaille beaucoup, Anthony Pettis, il travaille beaucoup sa lutte ces derniers temps, mais dans son dernier combat, là, c'était pas encore ça, quoi. J'ai pas regardé son. C'était contre qui? C'était contre qui? Alors attends, parce que je regarde tellement de combats que je perds la mémoire sur ça. Je me rappelle juste que j'avais vu le countdown où tu le voyais avec... Israël, je sais plus le gars de chez Greg Jackson. Ouais, je crois que c'est ça, un brin un petit peu fort. Il a Easy Wrestling, ça s'appelle, je crois, un truc comme ça. Et il travaille beaucoup sa lutte, mais c'était pas... contre qui il a combattu? Je sais même plus. Quelqu'un de bien, mais... bon, bref, je regarderai, mais... C'était pas Jeremy Stevens? Je crois pas, non. Non, là, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 3 semaines, un truc comme ça qu'il a combattu Anthony Pettis. Ouais, je me souviens. Il est revenu dans la catégorie à 70 kilos. Ouais, 155. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Et il est mieux d'ailleurs, je pense, à ce poids-là, quoi. Ouais. Là, il devait trop cutter, il était pas bien, quoi. Mais sinon, ouais, alors pour revenir sur Francis, bah, du coup, on attend le prochain combat. Théoriquement, c'est Stipe. Moi, je vois Francis gagner. Ouais, je pense aussi. Là, je vois pas beaucoup de monde qui pourrait vraiment l'embêter. On le voit, moi je l'ai vu à l'entraînement, envoyer des coups de pied et tout, mais en combat, on n'a pas vu beaucoup de coups de pied de Francis. Donc je sais pas ce que ça donne et tout. C'est vrai que pour moi, faut pas aller à l'échange avec lui. Donc c'est soit t'es de loin, tu vas essayer de lui casser ses appuis, de l'embêter avec des coups de pied et tout. Soit tu clinches, mais si tu te mets entre les deux, tu te fais assassiner, quoi. Je pense que c'est ça. Peut-être que Cain Velasquez, il pourrait peut-être faire quelque chose, mais Cain Velasquez, c'est pas un poids lourd qui est très très grand. Donc il risque d'avoir un problème d'allonge. C'est ça. Après, mais il a l'avantage d'être... il est mobile du buste, de la tête, il est mobile au niveau des appuis. Donc je pense que ça serait peut-être même... Enfin, si Cain Velasquez, parce que le problème, c'est que lui, il est tout le temps blessé à s'entraîner n'importe comment, j'ai l'impression. Mais... avec des kettlebells de 100 kilos, n'importe comment. Là, il fait n'importe quoi. Bah, c'est le mec qu'on aime bien, là, Speed of Sport. Là, qui parlait de lui, justement. Qui parlait de lui en disant... Mais il dit, j'ai regardé comment il s'entraîne, comment il soulève des poids, c'était une catastrophe, quoi. Mais du coup, il trouve que c'est pas étonnant qu'il se blesse comme ça. Maintenant, je pense qu'il y a aussi toutes les années de lutte et tout, que c'est hyper traumatisant. Là, ça doit jouer, Eke, c'est un super bon club, mais ils sont souvent blessés. C'est beaucoup de sparring dur. Donc bon, bah tu sais, j'avais parlé avec Antoine Idrio. Bah lui, en fait, même lui, on n'était pas d'accord sur ça. Et bah, tu vois, j'ai encore entendu quelqu'un qui en parlait, c'est que dans son entraînement, même quand il s'entraîne en perso, il se fait d'abord des circuits pour se fatiguer, et après il travaille sa technique. Antoine? Ouais. Et moi, je lui dis, bah, non, il faut garder le système nerveux frais pour s'améliorer techniquement. Il vaut mieux faire ça à un autre moment, tu vois, tout ce qui est prépa physique et tout ça, te mettre dans le rouge. Donc là, je crois que c'est Joel Jamieson, le coach de Dimitri Johnson. Là, je suis en train de préparer un article, une vidéo sur ça. J'aime beaucoup ce qu'il fait, mais ouais, il faut... pour moi, c'est pas cohérent de se dire...
voilà, je vais me fatiguer parce que ça. Il me disait parce que voilà, en combat, c'est comme ça, tu as la fatigue et tout, il faut que tu arrives à maintenir ta technique. Je pense que la logique de ça, elle n'est pas fausse, sauf que le problème, c'est que tu vas pas du tout progresser au même rythme techniquement que si tu travailles frais, avec un système nerveux qui est bien. Si tu veux améliorer, tu vois, enfin, si tu veux. Il y a une technique que tu n'arrives pas à faire, tu vois. C'est pas le jour où tu es complètement vidé, où tu t'es rincé avant, que tu vas réussir à la faire, tu vois. Vaut mieux, à la limite, tu vois, pour moi, travailler frais et s'améliorer, et plus tard se tester quand tu es fatigué, essayer de placer ce que tu as réussi à acquérir. Mais d'abord, faut réussir à maîtriser la technique, tu vois. Clair. Après, je pense que voilà, si c'est l'acquisition d'une nouvelle technique ou alors peaufiner une nouvelle technique ou même une technique qu'on a déjà, c'est bien de la travailler frais. Ouais. Si l'objectif est d'être capable de refaire un schéma technique compliqué, mais qu'on maîtrise déjà en étant fatigué, ouais, pourquoi pas. Oui, on peut faire ça. Mais ça dépend de l'objectif. Par exemple, souvent la vitesse, on la travaille avant l'entraînement. Mais c'est dur de travailler la vitesse avant l'entraînement parce qu'il faut bien s'échauffer, etc. Donc, des fois, c'est bien de faire des petits circuits de vitesse. Là, je m'entraînais avec Yacine Wakil l'autre jour qui est à la Carner Team. Ouais. C'était intéressant. Il m'avait fait faire un travail cardiovasculaire. On a fait des pas d'ours, etc. Et à la fin, on a fait un travail de vitesse pour être capable de rendre de la vitesse, mais vraiment à courte distance, proche du sac, tu sais, sur des intervalles de 10 secondes et 30 secondes. Et c'était bien. J'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que tu sais que tu es capable de mettre de la vitesse même en étant fatigué. Donc ça, c'est bien. Mais en fait, ça dépend encore une fois. Ça dépend ce qu'on veut. Si lui, il veut acquérir une nouvelle... je ne sais pas si le système nerveux, vraiment, il apprend des nouvelles capacités et il les peaufine quand tu es fatigué. Je ne suis pas sûr. Bah, par exemple, si tu prends... Alors, c'est deux choses différentes, mais si tu prends en musculation, tu ne vas pas apprendre un nouveau mouvement en mettant directement une charge maximale. Tu vois. Mais même, je suis en train de penser à un autre truc dans Code of Talent, le livre que je t'avais parlé, il en parle. Et j'en ai parlé avec des gens qui ne travaillent pas du tout dans le domaine du sport, mais j'ai trouvé ça intéressant et ça m'a fait penser. C'est-à-dire que par exemple, un dessinateur, c'est pas quand il est fatigué qu'il retravaille ses traits, ses bases et tout ça. Quand il est fatigué, il va faire un peu de volume. Tu sais, genre je sais pas ce qui pourrait être considéré comme du volume en dessin, mais peut-être du remplissage, remplir et tout ça. Mais tout ce qui est contour, le travail de précision, ou même acquérir une qualité et la peaufiner, c'est clair, tu dois avoir un échauffement, tu dois avoir une entrée en matière en tout cas, qui va un petit peu mettre ton système nerveux dans ce que tu as envie, te régler. Mais c'est vrai que c'est mieux de travailler avant. Regarde, par exemple, je te fais faire un dessin, là je te fais faire un circuit training, et après je te dis, ok, surligne les bords d'un dessin comme ça. Tu vas pas réussir, tu vas trembler. Mais oui. Donc ça montre bien que si une action qui est autant précise, aussi précise, tu peux pas la faire quand tu es fatigué ou quand tu es mort, ça veut dire que tu vas pas pouvoir travailler en tout cas ta précision quand tu es fatigué. Par contre, un mouvement style le middle, où tu vas travailler un peu, on peut pas vraiment dire que tu vas travailler en puissance, mais un enchaînement un peu à la hollandaise, crochet, low kick, crochet, ça tu peux le faire après, tu vois. Mais par contre, si tu me demandes de travailler en distance, en timing, des trucs un peu plus pointilleux, tu as besoin d'être frais. Bah, de toute façon, c'est pour ça, pour moi, c'est en fait, c'est toujours ce que disait, j'aime bien, on avait parlé déjà Andy Galpin, tu vois, c'est une question il faut que ce que tu fais, ce soit cohérent avec ton objectif, tu vois. Donc, si tu es dans ton objectif, c'est acquisition de compétences, tu vois, ou même amélioration de compétences, c'est pas travailler dans le rouge, tu vois, c'est deux choses différentes. Si maintenant, ton objectif, c'est que tu arrives à maîtriser les techniques, mais tu as du mal à les placer en situation, tu vois, et ben là, tu vas peut-être pouvoir faire ça, te pré-fatiguer et tout. C'est ça. Pour l'instant, je suis encore mauvais, mais je suis en train de m'entraîner à ça. J'avais un abonné qui m'avait lancé un petit défi de faire du sac, et dans ma minute de récup et tout, de faire du jonglage, tu vois. Donc, mais par exemple, donc là, je suis en train de m'entraîner parce que je fais des cours d'acrobatie. Aujourd'hui, je vais y aller, tu vois. Ça. Je fais de l'acrobatie, mais c'est un prof du cirque et tout ça. Ah ouais, d'accord, c'est sérieux. Donc, c'est cool, tu vois. Et je lui ai même dit, tiens, le jonglage, ça pourrait m'intéresser. Donc, il m'apprend du jonglage et tout. C'est vraiment intéressant. Mais si par exemple je voulais apprendre le jonglage directement dans mes minutes de récupération, je me fais genre un tabata où je me déchire et tout, et après j'essaie de faire du jonglage et d'apprendre du jonglage que je maîtrise pas, je vais jamais y arriver. Par contre, si tu le maîtrises déjà, mais voilà.
Tu vas pouvoir le faire. C'est ça. Donc, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes parce qu'en fait, il y a un truc qui est le corps, il est réglé comme ça et c'est pas bête. Plus tes actions, elles sont précises, moins tes battements cardiaques, ils doivent être élevés. Ouais. C'est simple. Ça, c'est logique, c'est comme ça, c'est ton système cognitif. C'est-à-dire que tu vas, si je ne me trompe pas, après c'est à vérifier, mais je crois de ce que j'ai compris du Code of Talent et du livre, là, le Code du Talent, et puis c'est en fait, quand tes battements cardiaques ils montent, ton corps il est en mode défense, fuite. Donc il peut rien apprendre. Lui il se casse. Tu vois, pour lui il réfléchit plus. Il prend deux solutions. C'est je cours. Tu vois, je cours ou je me cache ou je combats. Après, les actions plus précises, beaucoup plus précises, qui vont avoir besoin de réflexion, de concentration, tu peux pas les faire quand t'es... Ou alors ça s'entraîne à le faire. Mais en tout cas, les apprendre et avoir un haut niveau de précision et de précision, tu vas les faire que quand tu es concentré, vraiment concentré. Maintenant, il y a un truc qui est super intéressant. Tu vois que des mecs comme Vasily Lomachenko ou d'autres, par exemple, là, mon préparateur physique, il prend ça. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'étape de Schultz, tu vois. Tu appuies sur les numéros, par exemple, de 1 à 25 à 32. Donc, nous, on le fait sur le téléphone pendant qu'on fait le cardio, parce qu'on appelle l'étape de Schultz, mais c'est marrant. Et sinon, tu vois, certains Russes, ils jouent aux échecs. Pourquoi? Ils font, par exemple, un fractionné ou des rounds. Et de temps en temps, ils jouent aux échecs. Mais plein font ça. Plein. Et en fait, c'est pour maintenir un haut niveau de performance cognitive, de réflexion, etc. Donc ça, c'est intéressant. Même le jeu avec la balle qui fait, ou jongler, comme tu dis, des actions comme ça. Mais par contre, à n'importe quel niveau, si je te dis, vas-y, fais un round et va opérer un cœur ou un cerveau après, tu peux pas, même si tu es un tueur. Peut-être, ou alors vraiment, mais bon, si vraiment c'est une intensité à 100%, tu vas trembler, tu es comme ça, ton corps il a besoin d'une transition. Et c'est comme si tu lui disais, ok, là on part au feu. Et puis là, on va faire un truc d'ultra précision ou du sniper super précis. C'est intéressant à s'entraîner, mais tu ne peux pas être aussi efficient quand tu sépares les deux modalités que quand tu les réunis l'une après l'autre. Ou alors dans le bon ordre. On dit on doit travailler la vitesse, la puissance, ensuite la force et enfin l'endurance. C'est pas pour rien qu'on travaille comme ça. Peut-être de temps en temps, c'est bien de séparer tout ça. Mais en général, dans une séance composite, c'est dans cet ordre-là. Parce qu'on sait que une fois que tu as travaillé la vitesse, tu vas pouvoir travailler ta puissance. Mais la vitesse, la retravailler tout de suite après, ça va être un peu plus dur ou tu ne seras pas à 100%. Encore une fois, c'est dans l'acquisition de capacité. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais... Oui, mais voilà, comme il dit dans Unplugged, là, dans son livre, là, je l'ai acheté d'ailleurs son livre, j'ai pris, il dit oui, mais il dit j'ai pas lu encore. Je l'ai pris, j'ai commencé à le lire, c'est intéressant. Bon, il parle pas que de ça, hein. En fait, il parle de c'est tout beaucoup sur la technologie, mais pas que ça. En fait, il parle sur tout, c'est comment utiliser le savoir, la science et le savoir en général, mais pas en être dépendant. Par exemple, si toi, tu te rends compte que t'as une étude qui dit oui, une périodisation comme ça, ou faire la force avant ça, ou la vitesse, ou non, c'est bien, ou pas faire trop de gainage avant de faire de la force parce que ça te fatigue, c'est bien. Mais toi, quand tu le fais, tu te sens beaucoup plus fort, fais-le si tu as des vrais résultats. Tu vois. Donc c'est un peu ça qu'il explique, il donne des exemples concrets de ça. Tu vois. Mais après, il y a quand même mais c'est quand même important de savoir les données. Parce que quand tu sais, tu peux jouer avec. Quand tu les connais pas, c'est empirique, tu connais rien, tu vois. Du coup, c'est Andy Galpin, il est en co-auteur, c'est pas avec Brian McKenzie, non C'est ça, c'est ça. Il est bien le livre. Il est intéressant aussi, ce mec. Il est bien le livre. Et pour en revenir au combat, j'ai remarqué avec l'expérience que il y a beaucoup d'entraîneurs et beaucoup de combattants, en fait, leur point fort, c'est leur point faible. Dans le sens, ça peut être bête à dire ça, mais c'est-à-dire ils vont vraiment beaucoup s'entraîner, ils vont avoir une tolérance à l'entraînement énorme parce qu'ils n'ont pas encore assez d'expérience, tu vois, ils n'ont pas encore assez de vécu, de combat, et plus tu avances, plus ça s'inverse. Donc ça, c'est leur point fort parce qu'ils mettent une charge de travail de ouf, ils tiennent, ils n'ont pas peur de la blessure, tout ça. Et par contre, quand tu avances, ça s'inverse, ça se rééquilibre. Et donc ça devient un peu plus, ça devient le contraire.
as de l'expérience, donc c'est ton point fort, mais ça peut être ton point faible parce que tu es un peu trop, comme on dit en portugais, tu as trop de mimimi, trop de. Tu vois? Donc je pense que tu dois mesurer les deux en fonction de la période de ta vie, tu dois savoir ce que tu fais. Le combat d'Eddie Alvarez, tu vois, c'est pour ça que je te dis, si UFC là, il y a plein de données intéressantes contre Justin Gage. Eddie Alvarez, il a fait un truc que peu de vétérans du sport font. Il est parti au feu, il s'est pris les coups dans la jambe et tout, mais il est parti. On peut pas dire qu'il a fait un truc mal, Justin Gage. Mais c'est Alvarez qui a dit, ok, je sais jusqu'où je peux tolérer la douleur, je sais que bon, voilà, je vais prendre des coups, mais quel risque? Il a pris des risques il a pris des risques calculés dans ce combat. C'est rare. Maintenant, les vétérans souvent ils prennent pas assez de risques. Mais là, j'ai trouvé que Eddie Alvarez, il était vraiment bien sur ce combat. Il a pas vraiment complètement changé son style, mais il était, par rapport au combat par exemple avec McGregor, ça n'avait rien à voir. Il était vachement plus relâché. Il jouait, tu vois, c'est-à-dire qu'on voyait je trouve qu'il avait une boxe à courte distance. Ouais, puis il était à l'aise, tu vois, il bougeait plus. C'est-à-dire il introduisait plus. C'est-à-dire qu'il n'était pas il n'était pas linéaire, il n'était pas binaire, tu vois. Il y avait plus de déplacements, et après il arrivait à se poser sans que Justin voit vraiment ce qui arrivait. Et si tu regardes bien, il y a un truc qui était intéressant. J'ai regardé le combat 2 fois et il faut le regarder sans son. Et quand tu regardes sans son, tu regardes qu'il load pas tous ses coups. Il met pas, bon, il y en a certains, il met tout son corps, mais il y en a certains, il fait plus comme avant. Genre, il les envoie, il débite. Oui, il a fait un peu du Lomachenko. Il a fait du Lomachenko. Et pour changer de rythme et tout. Mais c'est vrai que en fait, ce combat-là, il était intéressant parce que je trouve que c'était l'opposition de deux stratégies. Tu avais Gaethje qui voulait casser les appuis avec ses low kicks, donc tu le vois dès le début. Et tu avais Eddie Alvarez qui s'était fait un thème, je vais lui mettre des coups au corps pour le fatiguer, essayer de le sécher parce que c'est un mec qui encaisse bien à la tête, qui a un rythme de malade. Et on sait que quand tu prends beaucoup de coups au corps, ça te ralentit, ça te fatigue beaucoup plus. Même si tu as une super condition physique, d'un seul coup, ton cardio il va prendre, tu vois. Et en plus, sur la durée, tu sais que tu les encaisses au début, les coups, et puis au bout d'un moment, tu les prends de moins en moins. Tu n'as plus envie du tout de les prendre, quoi. Mais c'est vrai que, par contre, la position de Eddie Alvarez, c'était une bonne stratégie, je trouve, le low kick, parce qu'il est un peu sur l'avant, Eddie Alvarez, tu vois, le buste légèrement en avant et tout, donc il ne peut pas trop lever sa jambe pour bloquer. Ou partir vite. Et en plus, comme il boxe en distance rapprochée, et qu'il est un peu plus petit, il peut pas trop bloquer les low kicks rapidement parce qu'il est dans la course distance. En fait, il est obligé de les prendre, soit contrer. Donc c'est vrai qu'il aurait fallu qu'il boxe et qu'il saisisse. Mais comme l'autre c'est un super lutteur, les deux sont très bons lutteurs, mais l'autre est peut-être encore meilleur. Il est vraiment meilleur. All-American. C'est de la grosse lutte là. C'est de la grosse lutte. On l'a pas vu quoi. Non, on le montre pas, c'est dommage. Parce qu'en fait, il veut aller au charbon, il veut se faire un nom. Ça, c'est un autre sujet encore. Mais alors que franchement, je pense que s'il l'avait fait, je pense qu'il pouvait le battre. Vraiment. Mais il l'a pas fait, il a pas, parce qu'après ça demande un travail en amont. Tu te dis pas le jour du combat, vas-y, je vais l'amener au sol. Donc c'est vrai que voilà, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui se recrée parce que tout le temps, en tout cas dans les commentaires de combat, les gens ils crucifient, tu vois, ils disent ouais, le est trop vieux, trop de coups, il est mort. Eddie Alvarez, il a beaucoup de combats. Il a fait que des guerres, presque que des guerres. Et pourtant, il s'est recréé dans ce combat-là. Il a pris pas mal de coups et tout ça, mais là, il est bien. Je me souviens, je l'avais vu quand j'étais parti au Japon avec Brian Rafik au Mars, un tournoi qu'il y avait à l'époque. Il avait gagné le tournoi, il était dans le vestiaire, je le voyais avec sa copine, il était tout seul avec sa copine, une petite blondinette. Il était là comme ça, il changeait. C'était le seul gars qui avait ramené sa copine au Japon. Il était là, et puis il combattait. Et j'ai vu le gars évoluer de ouf, quoi. Vraiment. C'est un bon travail. Mais du coup, moi, ce que j'ai trouvé, alors, on va dire le défaut, c'était il a fini par les saisir, les low kicks, mais je pense qu'il aurait dû le faire plus tôt. Ça aurait évité un peu. Même si la saisie, elle aboutissait pas à chaque fois, si l'autre il envoie ses low kicks et à chaque fois il sait qu'il se les fait saisir, bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais après, ça tu vois, façon Sanda ou tu vois. C'est ça. Dès qu'il y a une jambe qui arrive, tu sais que l'autre c'est ce qui va. Enfin, l'autre, tu sais que c'était un de ses points forts. Il a des low kicks qui font mal. Donc il y avait fort à parier qu'il allait faire ça, tu vois. Tu prends le premier, tu prends le deuxième, tu fais bon, ok. Il en a pris, je pense, un petit peu trop. Comme on disait, tu vois, il n'a pas trop la position pour les esquiver ou les bloquer. Il n'y avait pas 36 solutions, il fallait les saisir, quoi. Après, son travail au corps, il était top. Mais encore une fois, comme je te disais, ils étaient quand même relativement prêts.
Et les deux, ils avaient pas. Enfin, Gaethje, il montait un petit peu plus sa garde, mais Eddie Alvarez, il jouait beaucoup. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé aussi. Je te dis, il avait presque un petit côté Conor par moment. Il allait mettre les mains un peu en avant. Il était hyper mobile du buste et tout. Et le rythme, ils se sont fait une guerre, les deux. C'était un combat de malade. Franchement, moi, de ce UFC-là, c'est mon combat préféré. C'est Alvarez et Gaethje. Après, c'était le plus. Moi, j'ai bien aimé ces judo. J'ai bien aimé ce combat-là parce que j'aime bien la transition boxe plus lutte. Je trouve que c'est une distance importante dans le combat, quoi. Ouais, mais je trouve que, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le travail au corps de Eddie Alvarez. On le voit pas si souvent. Pas assez. Il a réussi à placer ça. On voit pas ça souvent au final en MMA. Oui, il y a un coup de temps en temps qui passe au corps et tout ça, mais là il en a mis je sais pas combien. Travail de sape comme ça. Ouais. On a vu Conor le faire avec les coups de pied retournés. Ouais. Mais on n'a pas bien vu. Il y en a pas beaucoup. Du coup ça c'était hyper intéressant. Eddie Alvarez, condition physique de malade. Parce que Gaethje normalement c'est un mec qui met la pression constamment et qui a aussi un putain de physique. Mais là, Eddie Alvarez, il était largement au-dessus. Je te dis, je sais pas si c'est les coups au corps qui l'ont fatigué ou quoi, mais tu l'as vu. Je trouve que dès la fin du premier round, tu voyais qu'il commençait déjà à ralentir. Et Eddie Alvarez, lui, il a pas trop ralenti. À la fin, les deux, c'était un peu en mode Rocky. Ils commençaient à être sérieusement entamés, tu vois. Mais bon, Alvarez, il avait plus trop d'appui. À un moment, il essaye même de tirer pour la garde et tout. Sa jambe, à mon avis. Il a changé de garde. Il a changé de garde et tout ça. Du coup, je pense que sa jambe, elle était en souffrance, un truc de malade. Mais, franchement, même, tu vois, la volonté des deux combattants. Moi, je vois toujours les deux côtés du tableau. C'est-à-dire, le truc, c'est un super beau combat. Les mecs, c'est des ouf et tout. Et je pense toujours après aux dégâts pour plus tard. Tous les coups qu'ils ont pris dans la tête, machin et tout. Bon. Moi, ça me fait toujours penser un peu à ça. C'est clair, toujours. Sur le moment, t'es là, c'est... Après, quand t'es combattant, t'as une prise de risque. Et puis, je pense que dans leur cas, et dans le cas de n'importe quel combattant, il y a un truc qui est intéressant à dire. C'est par exemple, dans le livre de George Foreman, il disait, des fois, quand quelqu'un tombe KO, la plupart du temps, c'est parce qu'il l'a accepté. Tu vois, et donc je veux dire que quand même je sais pas, hein, peut-être une connerie, mais je pense que quand le gars il a accepté, après pas tout le monde, tu vois, mais je pense qu'il y a une adaptation qui doit se faire quand même de ton corps. Tu vois ce que je veux dire? Les dégâts ils sont présents, mais ils sont pas aussi énormes que ce qu'on pourrait penser sur une personne lambda, parce que je pense qu'il y a une adaptation du combattant, et je pense qu'on y viendra bientôt. J'ai vu des études là-dessus, il y a pas longtemps, j'ai vu des études là-dessus. C'était d'ailleurs une étude des effets du casque, tu sais, l'entraînement, on en avait déjà parlé, mais c'est clair, il faut toujours voir les deux côtés, et puis parce qu'il n'y a même pas que ça, même pas que le cerveau qui a été touché, mais la structure du visage, le corps et tout, les mecs, tu vois, est-ce qu'il aurait pu gagner autrement, Eddie Alvarez? Est-ce que tu es obligé de faire une guerre pour gagner? Là je pense qu'il était obligé, par rapport à son style et tout ça. Et le style de Gaethje aussi, qui est un mec qui avance tout le temps, qui veut pas reculer. Même si là, on l'a vu reculer un petit peu. Je pense que c'est une des premières fois que tu le vois reculer, lui. Mais là, moi, ça me donne vraiment envie de... Bon, je pense que ça n'arrivera pas, mais ça me donnera envie de revoir un rematch contre Conor, parce que c'était pas le... Enfin, contre Conor, c'était pas le Eddie Alvarez habituel, tu vois. Alors moi, je suis un fan de Conor, donc j'étais pour Conor McGregor, mais là, j'aimerais bien revoir, parce que le Eddie Alvarez que j'ai vu là dans ce combat-là, pour moi, il a ses chances face à Conor, quoi. Ouais, ça serait bien de voir. Après, t'as toujours l'autre, Conor, il te sort toujours des... Il a son direct du bras arrière, son crochet son uppercut, son crochet du bras avant, c'est incroyable, ses appuis, cette transition entre moyenne et courte distance qu'on peut retrouver un peu avec Holloway. D'ailleurs, Holloway, il a fait un super combat contre McGregor quand même, c'est un des seuls à lui qui va à la limite. Ah ouais, qui va à la limite. L'autre, il sort blessé au genou, et McGregor, il l'amène au sol. Donc, faut voir ça aussi. Après, il est super grand. Il est super grand, Et tu sais, ils ont un truc aussi, c'est qu'ils se pensent un peu en avant tous les deux, en tout cas surtout Holloway. Comme ça, tu as l'impression que sa tête, elle est plus proche qu'elle l'est vraiment. Et ça fait qu'ils ont juste à faire ça pour esquiver le coup et te contrer en fait. Ils appellent ça pull je crois en boxe, un truc, c'est tu attires le mec en fait un petit peu à toi, donc tu te mets un peu en avant pour faire un petit retrait. Et Max Holloway, il a vraiment utilisé cette stratégie contre
contre José Aldo. Et Conor, il le fait un petit peu aussi. Il est devant, il est là. Et hop, t'avances, tac, il ressort, il contre. Tu vois. Encore une fois, on en revient à la distance. Ouais, mais là, justement, je parlais avec Pank un peu de Aldo. Alors, Pank, pour lui, comme il est hypnothérapeute et tout, il voit un peu l'aspect aussi psychologique. Il dit, moi, je pense qu'il ne s'est pas remis de sa défaite contre McGregor psychologiquement. Ouais, je pense aussi. Bon, je vois, et les gens ils disent que Aldo, il est fini, machin et tout. Moi, je l'ai quand même trouvé bien, Aldo. Je pense qu'il a un problème contre les gens qui ont une grande allonge. C'est ça. Tu vois, c'est ça. de toute façon, parce qu'il a régné pendant des années, c'était un tueur. Et pour moi, c'est pas tant qu'il a changé. Alors oui, il utilise beaucoup moins ses coups de pied qu'avant. Mais aussi, il a affronté souvent des mecs qui étaient de sa taille, voire plus petits, des Chad Mendes, des mecs comme ça. Tu vois. Et là, Conor, il a une allonge bien plus importante que lui. Holloway aussi. J'ai l'impression qu'il a un souci contre les mecs qui sont avec une grande allonge, bien plus grand que lui. C'est certain. Encore une fois, c'est marrant parce que peut-être là, ça va changer. Peut-être qu'il va un peu changer sa manière de combattre. Dû à un facteur complètement extérieur. C'est, tu sais, à la Nova Union, ils s'entraînent dans une salle fermée. Une salle fermée, une salle toute petite. Mais là, ils ont déménagé. C'est ça, et maintenant il va s'entraîner dans un octogone. Ouais. Et donc c'est pour ça, c'est mine de rien, ça peut être un détail, hein. Ouais. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que s'entraîner sur une grande surface de combat, tu sais, Daniel Vorin, quand il vient faire les entraînements au LSA, il me fait un entraînement avec les cônes, il met à la taille de l'octogone. Et franchement, en tout cas pour moi, ça m'a fait... Tu vois, en fait, tu as de l'espace, quoi, grave. Ouais. Alors que, et ça c'est important, ça c'est très 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 important. Et je pense que ça va changer un petit peu à dos. Après, bon, tu as le fait mental aussi, mais ça se travaille. Hein. Ouais. C'est comme tout, hein. Tout peut se travailler, toutes les qualités. Hein. Si tu même si tu as un super low kick, si tu oublies de le travailler, regarde, moi j'ai toujours fait des acrobaties. Dès que j'arrête d'en faire 6 mois, je perds un peu de tonicité. Il faut que je recommence à faire des chandelles et tout ça. Alors que j'ai toujours été doué dans ça, tu vois. Et ben c'est pareil pour le combat. Hein. Tu dois, si tu t'entraînes avec des données qui sont trop différentes de ce que tu vas faire le jour J, comment tu veux combattre correctement? Si tu t'entraînes à faire du sniper, j'aime bien donner cet exemple-là parce qu'il est clair, dans un endroit où il n'y a pas de vent, le jour où il y a du vent, tu dois calculer le vent, tu vas tirer à côté. Bah, c'est pareil avec Holloway, le gars il s'entraîne dans un truc, ça fait peut-être 5 mètres carrés, tu vois, c'est tout petit. Mais tu te rends compte la différence que ça fait? C'est énorme. Énorme. Quand il a combattu contre Conor, il a ramené un super champion de boxe taille, mais c'est un champion de boxe taille quand même, qui boxe pas du tout comme Aldo, même s'il a voulu comme Conor, même s'il a voulu l'imiter, c'est différent. Donc je pense qu'il va changer un petit peu sa manière de. Et puis après, je pense qu'il est pas fini parce que attends, tu lui mets Frankie Edgar, tu lui mets des Sean Mendes, tu lui mets tous les autres qu'il y a là, je pense qu'il leur casse la gueule. Hein. Il bat, pour l'instant, ce que j'allais dire, pour l'instant, je pense qu'il bat quasiment tout le monde. À part Holloway. Sauf Holloway, Conor, c'est pareil, je pense que c'est un combat qu'on verra pas la revanche. Mais surtout qu'il n'est pas champion, donc Conor, ça va pas l'intéresser. Ça va pas l'intéresser, bien sûr. Mais parfois ça arrive comme ça, t'as des mecs qui arrivent jamais. Enfin, lui il a été champion pendant longtemps, puis d'un seul coup, t'as un mec ou deux qui arrivent et que t'arrives pas à battre. Tu bats tout le monde sauf eux, quoi. Et tu sais ce qui est chiant? C'est chiant, c'est que par exemple, tu regardes en boxe taille ou au Lumpini, toutes les 2 semaines, ils combattent. C'est beaucoup plus violent que du MMA, on est d'accord. Pourtant, ils combattent encore plus longtemps que les combattants de MMA. Bon, après, il y a les raisons sociales, économiques, tout ça. Mais en termes de données, c'est moins intéressant parce que le mec, ça le fait tellement stresser. Le gars, 90% de son temps, il est à la salle, et 10%, même pas 10%, ça, 5% du temps, il est dans la cage, en vrai, en train de combattre. Donc en fait, tu sais pas vraiment ce que tu fais. Tu vois, ça a des avantages de combattre moins, parce que tu te blesses moins souvent, mais regarde, les mecs, ils se blessent quand même souvent à l'entraînement. Tu vois, des fois, tu te demandes pas s'ils devraient pas faire du tout de sparring et faire que des combats. Ça reviendra au même, tu vois. Donc voilà. Maintenant, et José Aldo, le fait qu'il combatte pas souvent, imagine là, il est down. Il va sortir, le temps qu'il se remette d'une petite dépression, qu'il mange mal et qu'il revienne au poids, qu'il s'entraîne correctement, qu'il revienne en forme, parce que je suis sûr qu'il s'entraîne pas. Il fait pas tout le temps, tu sais, c'est quelqu'un qui fait des camps d'entraînement, tu vois, il fait pas, je pense qu'il reste pas entraîné toute l'année à faire son programme et tout. Tu le verras pas vraiment au top de sa forme, en fait, tu le vois tout le temps. Donc, ouais, c'est dommage, c'est con, hein. Bon là, il a pris pas mal de coups et tout, mais est-ce que ça serait pas différent si les gars combattraient plus souvent?
C'est bête à dire ça. Pour quelqu'un qui connaît pas, il se dit, parce qu'il y a tellement de stress que les gars, ils sont, tu vois, il était tendu et tout. Alors qu'il s'est dit, bon, c'est pas grave, c'est là j'ai combattu, mais dans quelques temps, je recombats de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr que si tu combats moins souvent, il y a encore plus d'enjeux. Et donc le style de combat, il s'en ressent. Et chez les combattants, il y a le nombre de combattants qui font des dépressions, c'est énorme parce que la plupart du temps, c'est pas comme un mec qui fait du foot ou de l'athlétisme où ils savent où ils en sont vraiment. Là, tu sais pas vraiment. Bah, tu vas faire du sparring, tu sais pas. Connor, il est à l'aise parce qu'il a essayé de combattre un maximum, tu vois. C'est il ça. fait pas un ou deux combats par an. Il combattait. Bon, bah maintenant, là, il fait sa pause. On sait pas s'il va vraiment revenir, mais en tout cas, et voilà. Il prend son temps. Ouais, il prend son temps, mais quand il a été. Non, je veux dire, il prend son temps dans le ring. Tu vois qu'il est à l'aise et tout ça. Et ça, je pense que c'est important. Franchement, je pense que c'est le plus important. Tu regardes un mec comme Senchai, 40 balais. Vas-y, qui peut me dire que. Voilà, et tu regardes, t'as vu comment il est là, et il joue. S'amuse et tout, parce qu'il combat tout le temps. Et je pense que cette consistance, je sais pas si t'as dit en français, mais c'est cette continuité, cette répétition, tu sais comment gérer la répétition. Et en fait, il met de l'énergie dans ce qui est important pour lui, le combat. À l'entraînement, il s'entraîne comme il a besoin. Et en combat, et ça, c'est important. Après, ça, c'est quand tu es compétiteur, mais tu peux le faire aussi. Quand tu fais pas de compétition, tu peux changer. Genre quand tu vas faire ton sparring, c'est là que tu vas mettre le plus d'intensité. Parce qu'un sparring par mois ou je sais pas, et le reste du temps, bah, tu travailles tes qualités, tu fais bien. Tu dis bon, aujourd'hui on met les protections, on travaille tu sais, comme ça, on met un peu plus de volume, mais sinon les autres sparring, on travaille à thème et tout. Il y aurait moins de blessés, plus d'entrain lors de l'entraînement parce que les gens ont des petites déchéances. Et c'est bien, regarde les lutteurs. T'as des lutteurs, regarde, Saitiev, il a gagné, je crois, 3 fois les Jeux Olympiques, un truc comme ça. Mais il lutte tout le temps, les mecs. Tout le temps. Et après, il y a un facteur, et c'est peut-être qu'il se blesse, mais il gère la blessure. Mais c'est sûr que l'aisance, c'est un gros impact, tu vois. Surtout sur la performance, sur la psychologie et sur aussi la santé. Les gens se trompent en disant oui, si tu combats souvent, tu te blesses. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que si tu combats souvent, justement, tu sais ce que tu as besoin, quelle énergie dépenser, quel état d'esprit, quelle est la position la plus sécuritaire, safe à prendre. Je pense que c'est le contraire. C'est le contraire. Regarde, imagine, je te dis, bon, vas-y, toute l'année, je t'entraîne sur un simulateur de bagnole et tous les 4 mois, tu vas faire une course, le trophée Andros ou un truc de ouf dans la montagne avec une Subaru et tout. Tu vas stresser. Tu vas te prendre je sais pas combien de murs. Alors que si je te dis, tu fais un peu plus souvent, peut-être pas tous d'une intensité de dingue, c'est genre pas tous, mais plus souvent, tu feras plus attention, tu vas moins casser ton véhicule, tu te blesseras moins et tout ça. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on doit prendre en compte chez les combattants. Et le truc du Sherdog là, tout est basé sur ton record. Ça, je pense que c'est pas bien parce qu'il y a Steve Polifonte qui en parlait sur un post sur Facebook là, qui est un combattant de la Hatch Academy. Il en parlait. Les mecs, ils construisent leur Sherdog et tu as la pression du Sherdog après. T'as la pression, alors que tu n'as pas la pression de, en fait, juste le moment présent, ton adversaire. Tu vois, tu penses à ton Sherdog. Et donc, les gars, ils combattent pas souvent, ils calculent leur combat et ça a des conséquences qui vont plus loin que le résultat du combat. Sur leur santé mentale, physique, sur leur carrière à long terme aussi. C'est un truc qu'il faut voir, tu vois. Donc, tu vois, je sais pas si tu avais vu le combat d'Darren Till contre Donald Cerrone. Et moi, Till, je le connaissais pas tellement. Et bon, c'est un tueur, je pense qu'il va être champion, lui, à mon avis. Mais c'était la différence, je trouve, d'aisance. Pourtant, Cerrone, il est hyper expérimenté. D'habitude, il est plutôt bien. Mais là, dès le début du combat, tu as vu qu'il a pris un coup et il était plus en confiance du tout face au mec. Et l'autre, il était tranquille de chez tranquille, je trouve. C'est ça, pour moi, qui a fait toute la différence. C'est que Till, il était chez lui, quoi, le mec. Depuis qu'il a 15 ans, déjà, il combat à haut niveau en boxe thaï. Et c'est ce qu'il, lui, d'ailleurs, il le disait. Il le disait, en fait, ce qui fait la différence chez les combattants, quand ils prennent, avec leur carrière, c'est qu'ils combattent de moins en moins souvent. Tu vois ce que je veux dire? C'est un facteur important, ça. Hein. Ils combattent, alors qu'on sait que ton corps, il s'adapte au stress que tu lui donnes. Si tu lui donnes pas souvent, un stress, parce que l'entraînement c'est un stress, tu lui donnes pas souvent, il va pas bien s'adapter. Tu vois, regarde par exemple les mecs qui font de la muscu, genre Louis Simmons, Buster et Barbell, le gars il a eu je sais pas combien d'opérations et tout ça, il s'entraîne, il pousse, son corps il s'adapte à ça. Tu vois, c'est pareil sur un combattant. Je pense que il y a une stimulation que tu retrouves et que
tu peux pas reproduire exactement la même que quand tu combats dans la cage, que quand tu as toutes les données d'une réelle compétition, c'est-à-dire Tout le stress qui va avec. voilà, tout ça, tu dois gérer tout ce stress il n'y a que en le répétant. Donc je pense que c'est important de faire, pas avoir peur de perdre, juste y aller. Tu vois, tu y vas et tu sais qu'avec la répétition, ça va le faire. Ça peut que le faire, tu vois, ça peut que marcher. À part vraiment, tu te prends KO sur KO sur KO, là tu te dis il y a un problème. Mais si tu es intelligent, tu as un beau coach, tu as un bon truc et tu combats régulièrement, voilà. Et c'est ce que Darren Till est là. Tu regardes Darren Till, c'est magnifique. Bon, par contre, il a un autre truc aussi. Lui, il perd je sais pas combien de kilos. Il est énorme. Il dit, je crois qu'il perd 20 kilos pour combattre. Ouais, lui, il pourrait être 2 catégories au-dessus sans problème. Il pourrait être 2 catégories au-dessus. Il dit, il veut être champion de 3 catégories différentes, je crois. Donc, on va voir pour l'instant. Bah, déjà, Cerrone, c'est un client, hein, mais faut voir la suite. Mais lui, il m'a impressionné. Tu vois, t'as les mecs comme ça qui sortent. Là, je suis tombé sur un autre mec, j'ai pas retenu son nom. C'est un mec, je crois, j'ai pas regardé le truc de Dana White Contenders là, mais c'est. Qui a des cheveux là, celui qui a des cheveux. Vegan, un vegan fighter, je sais pas quoi. Super fort, travaille de loin, de loin. Un nom genre Lakey ou un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Oh, lui, alors le choix, il a un physique qui ressemble à rien, il est tout fin, hyper long et tout, mais du coup ça lui permet d'avoir souvent un avantage d'allonge sur ses adversaires. Mais c'est pareil, lui, t'as les mecs, d'un seul coup tu les vois, tu fais c'est quoi cet extraterrestre quoi. Mais c'est souvent des mecs ultra relâchés, avec des styles qui sont pas hyper conventionnels, et cette aisance en fait, tu vois. C'est clair. Les mecs, t'as l'impression que ils se baladent. Ils sont en combat, tu sens, alors peut-être que dans leur tête c'est pas comme ça, mais l'impression qu'ils donnent c'est qu'il y a zéro pression, ils sont là pour faire leur truc, pour s'amuser, ils sont bien quoi, tu vois. Et ça c'est vrai que forcément le stress, ça va te crisper, si t'es crispé t'es moins réactif, ta technique elle est moins bien, t'es en retard et tout. Si t'es là, t'es complètement à l'aise, complètement relâché, tu seras toujours meilleur quoi. C'est ça. T'es plus proche en fait de ce que tu vas réussir à produire en sparring dans ton club, tu vois, si tu es complètement relâché le jour du combat. Exactement. C'est pour ça qu'il y a souvent un écart. Tu as des mecs, on dit qu'il y a des mecs, c'est des champions du monde dans leur club, tu vois, mais en compétition, ils n'arrivent pas. Parce que la différence, c'est quoi? C'est le stress qu'ils n'arrivent pas à gérer, tu vois. Donc, je sais pas si c'est de la prépa mentale ou si c'est, comme tu dis, le fait de combattre hyper souvent et tout, je pense que les deux peuvent jouer. Mais, c'est les deux, ouais. Mais c'est un facteur pour moi majeur, peut-être qui n'est pas assez travaillé, c'est l'aisance le jour du combat. De toute façon, après, il y a ça, et puis de toute façon, le gars, il doit se dire qu'il a rien à perdre. Le combattant, il doit se dire qu'il a réellement rien à perdre. On t'enlève rien. Après, si tu fixes toute ta vie à des facteurs extérieurs que tu ne peux pas contrôler, tels que le ranking, le classement, etc., là, oui. Par contre, encore une fois, on en revient à l'état d'esprit d'artiste martial. Si tu es un artiste martial et que je pense que c'est parfait pour un combattant et que tu ne te soucies pas de ce que tu ne peux pas contrôler, tu vas avoir une grande carrière, tu vas combattre souvent et donc tu vas combattre mieux. Et tu feras. Et comme tu es un artiste martial, logiquement, tu dois chercher à t'améliorer. Donc, à chaque fois, tu vas revenir meilleur. Donc, encore une fois, c'est ça. Après, je lisais un livre d'un préparateur physique de l'INSEP, un mec qui fait de la PNL, je sais plus, c'est sur les meilleures nouvelles méthodes de coaching. C'est totalement ça maintenant. C'est ok, je te montre une technique, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu la ferais? Teste là d'abord. Et après, qu'est-ce que tu en penses? Je te donnais une stratégie, mais toi, tu en penses quoi? Peut-être on pourrait améliorer ça. Déjà, aussi, le coach, il a une influence dans ça. C'est pas que le combattant. Le coach, ou en tout cas les gens qui sont autour du combattant, ils doivent plus se passer en tant que genre, je suis le phaser, je suis le boss, c'est moi, tu m'écoutes, etc. Sur certaines choses, si en tout cas au début, oui. Parce que la personne n'a pas d'expérience. Mais au fur et à mesure du temps, ou à certains moments, même au début, mais à certains moments, à des moments précis, laisser, comme tu le fais, l'expression du gars. Si tu le laisses s'exprimer, il va être moins bridé, il va avoir plus confiance en lui et il va avoir confiance en, ok, je fais mes propres trucs, j'ai confiance en moi. Si mon coach, quand je suis tout seul dans la cage ou quand je combats, et mon coach n'est pas à côté de moi, je l'entends, mais je suis quand même tout seul. Donc je dois avoir confiance en mes sensations, en mon instinct. Et ça, on le travaille pas beaucoup. Mais je pense que justement, il y a de plus en plus... Enfin, je sais pas si ça vient des combattants ou si ça vient des coachs, mais avant, ça j'en ai déjà parlé, mais je trouve qu'il y avait justement un moment, une époque où il y avait un moule qui s'était créé dans le MMA, c'était une base de boxe taille debout, la lutte, le JJB, tu vois, voilà. Et que maintenant, voilà, c'est ça, on arrive à avoir des mecs qui ont un style complètement différent. Donc, est-ce que ça vient d'eux? Est-ce qu'ils l'ont fait en allant
en ignorant un peu le coach, ou est-ce que c'est le coach qui l'a encouragé? Mais c'est vrai que si on te forçait à rentrer dans un moule qui te convient pas, forcément tu seras moins bon, mais surtout on verrait pas tous ces mecs qui ont des styles différents, tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant, alors oui, il faut apprendre ses fondamentaux, faut les maîtriser, faut savoir avoir sa garde quand c'est nécessaire et tout. Il faut corriger un mec qui met jamais sa garde quand il commence, tu vois, lui apprendre. Il faut que le mec il soit capable de le faire. Mais au bout d'un moment où il maîtrise ça bien, s'il y a des moments où il a pas envie d'avoir sa garde, c'est pas grave. Et s'il le fait sciemment, consciemment, tu vois. Exactement, c'est ça. Et s'il a envie de tester, tu lui dis, bah non, ta position, faut te mettre, je sais pas, de 3/4, ou enfin, chacun enseigne comme il veut, tu vois. Et puis que le mec il fait, ouais, mais moi je suis hyper bien complètement de côté. Bon, bah ok, vas-y, mais teste, tu vois. Et après, bon, bah, le mec, il fait aussi ses propres conclusions. Et s'il voit qu'il se fait allumer avec sa stratégie, bah, il va naturellement s'adapter, tu vois. De toute façon, le combat, c'est tout de suite, tu as une réponse instantanée. Ouais, c'est ça. Tu as une réponse instantanée, donc tu peux pas te mentir. À moins que tu sois, encore une fois, le clivage des styles et l'ego. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça te permet quand même le bon côté, le côté collatéral, c'est que ça te permet de développer une technique, de la travailler souvent et donc de l'améliorer. Tu vois. Mais d'un autre côté, de rester trop fermé là-dedans, tu vois pas, tu te dis pas, ok, c'est ma technique qui a pas été, ou c'est que je n'ai pas réponse à cette question, donc il va falloir peut-être que je prenne autre part. Tu vois. Quand les gars, ils ont commencé à perdre contre des Machida, contre des Thompson, contre les mecs du Raymond Daniels, ou d'autres, à mon avis, il y a eu d'autres gens qui sont passés un peu inaperçus, tu sais, chez les amateurs, mais aussi qui ont créé un petit boom, tu sais. Et après, tu as des gars comme Conor qui sont arrivés, etc. Donc des boxeurs qu'on va dire à distance et au timing et au coup d'œil. Ils ont montré que bah, voilà, tu pouvais aussi utiliser cette distance-là pour contrer les gens sans te faire trop toucher. Ça, c'est important aussi. Parce que si ta spécialité, c'est de venir dans la courte distance et de canarder ton adversaire, c'est bien. Mais sache que dans la courte distance, avec des petits gants, même quelqu'un qui ne sait pas boxer, il risque de te toucher. Par contre, si tu boxes bien de loin, tu maîtrises bien les déplacements de loin, etc., il y a ça aussi. Tu vas avoir plus de combats. Ce qu'il y a, c'est que pour rester loin, ça demande beaucoup de vitesse, pas forcément de vitesse, mais un bon timing. Et donc, ça demande un entraînement un peu différent. C'est pour ça que Conor, il ne fait pas tout le temps du sparring dur. Il a besoin d'être frais pour pouvoir évaluer la distance correctement. Encore une fois, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. L'entraînement, cognitivement, intellectuellement, on va dire cognitivement, parce que ce n'est pas forcément de l'intellect. Tu dois être capable, tu dois être frais, tu dois bien analyser la situation le plus rapidement possible. En fait, c'est comme il dit John Danaher, solution de problème dans une situation de grand stress. Tu vois, c'est ça le combat, c'est que ça. Donc, c'est vrai que la distance, la longue distance avec les mains basses et tout ça, ça fait la part belle au timing et à la distance, donc à la sensation de distance. Tu vois, tu dois être capable de bien calculer tout ça. Et ça fait que les gars peuvent combattre souvent parce qu'ils ne se prennent pas trop de coups. Tu vois. Par contre, quand les coups arrivent, ils sont bien plus puissants. Après, il y a un truc que j'ai remarqué sur plusieurs combattants là, qui sont ultra relâchés. Et tu sais, c'est que Conor, il le fait, Darren Till, le mec vegan là, dont on parlait, il le fait aussi. Encore plusieurs. En fait, c'est quelque chose qui est d'habitude une erreur. C'est-à-dire il y en a qui reprochaient ça justement à Conor quand il se préparait dans son combat de boxe, c'est de laisser un peu sa frappe traîner, tu sais, de ne pas avoir un retour net. Tu vois, donc t'envoies par exemple ton cross, et il va tomber un peu, et tu vas le laisser tomber, tu vois. Et en fait, c'est marrant parce que je sais pas pourquoi, mais tu fais ça en boxe anglaise, tu te fais assassiner, parce que ton bras il revient pas rapidement, tu te fais contrer et tout. Et en MMA, là, tu vois des mecs qui mettent des... Enfin, je regardais, je te dis, le highlight du vegan et même j'ai regardé des highlights de Darren Till et tout. Et c'est un truc, souvent, tu vois les moments où ils mettent des KO, la frappe, elle revient pas. Et tu sais, ça traverse, un peu comme du systéma, tu vois. Il laisse complètement le bras partir. C'est ultra relâché, tu vois même pas... Tu sais, tu vois pas d'impulsion, vraiment. Ouais, c'est pas une frappe... tu vois, qui est serré, dur, où il y a une contraction musculaire, ils projettent leurs bras, et un peu à la manière où, tu vois, un joueur de baseball, il va envoyer sa balle et il laisse son bras continuer, tu vois, il va pas bloquer son mouvement. Et là, c'est la même chose, les mecs, on dirait qu'ils lancent leur poing, plus qu'ils cherchent une contraction. Parce que souvent, tu vois, on dit à l'impact, tu durcis un peu. Et j'ai vu là plusieurs combattants
ultra relâchés qui durcissent pas du tout, tu vois. Et même, le point, même Senshai, par exemple, tu regardes Senshai, c'est pareil, c'est presque jamais dur, en fait, tu vois. Et pourtant, ces mecs-là, ils arrivent à mettre des KO quand même. Mais ce que je trouve bizarre, je te dis, c'est que tu fais ça en boxe anglaise, en général, tu te fais assassiner, quoi. Ouais, après, le début des coups, il est pas pareil aussi. C'est-à-dire que tu as plus de rythme. Tu sais, quand ton adversaire, il part dans sa tête pour un enchaînement de 3-4 coups, je veux dire dans sa tête, mais dans son instinct, s'il est préparé pour ça, t'as pas trop le temps de faire ça. Enfin, si tu fais ça, que tu restes sur ton coup, même si tu l'as touché, tu sais, le gars, ici, dans sa tête, il est parti pour 4 coups, t'as une mitraillette qui vient derrière. Alors qu'en MMA, la plupart des gars, ils boxent sur 1, 2, 3 coups. Donc, tu peux... Peut-être il y a ça. Mais il y a peut-être aussi un truc physiologique, c'est-à-dire que quand la tête part et que le cerveau, tu sais, le cerveau il est dans un liquide, et donc qui vient s'écraser après, si la tête continue à rester en arrière, le cerveau peut-être vient heurter encore plus fort les parois du crâne, et donc peut-être que ça crée une déconnexion, je sais pas, hein, peut-être que c'est ça, parce que... Mais regarde, tu verras, même Holloway, si tu regardes, il laisse ses frappes, en fait, il ramène pas tout le temps et tout, quoi. Ça me rappelle, il n'y a qu'une seule personne que je vois faire ça, c'était, je le voyais tout le temps faire ça, Connor, quand il frappe au sac, tu le vois pas, quand tu le vois au sac, tu sais, il frappe et il reste il frappe, il est là, et après il ramène comme ça, tu vois, et je voyais aussi Hector Lombard faire ça, je le voyais, il était là, et Hector Lombard, c'est marrant, quand il faisait la leçon, et c'est pas toi qui choisis ce que tu fais. C'est lui qui décide. C'est lui qui... Toi, tu lui tiens les pattes d'ours. C'est lui qui décide ce qu'il fait. Toi, tu dois voir sinon tu te les prends dans la gueule. C'est un peu... C'est du freestyle, tu vois, mais c'est marrant. Et il faisait souvent comme ça. Il ramenait comme ça. Et c'est vrai que je l'ai remarqué. Après, je sais pas, peut-être il le faisait parce que ça lui faisait du bien. Ou... Tu sais, des fois, t'as un truc qui te donne une bonne sensation quand tu le fais. Mais peut-être faut que je regarde. Tu verras, tu me diras ce que t'en penses, mais c'est un truc que j'ai remarqué et j'ai trouvé ça bizarre parce que dans le MMA, ça a l'air de super bien marcher. On va tous se mettre au système. Ouais, c'est ça. Non, mais au final, on peut critiquer, machin et tout, mais t'as des fois des concepts intéressants dans des trucs qui n'ont rien à voir, ou que tu peux dire de premier abord, non, pour moi ça c'est pas intéressant. Ça après, c'est comment ils le traduisent le concept aussi. Tu vois, après, eux, ils abusent un peu, mais enfin. Ouais, ils vont un peu trop loin. Trop loin, il y a des trucs, voilà quoi. Bon. Mais peut-être on va y venir, hein. Parce que moi, tu t'es jamais posé la question. Regarde, par exemple, les moines de Shaolin. Ils font des Tao, des trucs comme ça, toi qui connais le Kung Fu et tout ça. Et tout. C'est des gens à l'époque qui se battaient sur des champs de bataille, non Non, les gens du Kung Fu. Les moines de Shaolin, ils ont combattu. Mais pourquoi ils ont. Alors que c'est des gens qui étaient dans le réel, là tu meurs. Donc pourquoi ils ont mystifié autant le truc? Je pense qu'à l'époque, c'était aussi peut-être comme une sorte de préparation physique, tu vois. Parce que si tu regardes les Tao de Shaolin, des Wushu et tout ça, c'est ultra physique. Et je pense que si tu fais ça toute la journée, ton corps, il va être solide à la fin. Hein. Tu maintiens les positions basses, tu as des sauts, du coup, tu as de la souplesse des sauts, de l'explosivité, tu vois, des enchaînements, machin et tout. Ça te développe plein d'aptitudes intéressantes. Après, il faut les mettre en application pour que ça marche, tu vois. Mais physiquement, je pense que ça te construit un corps qui est pas mal pour le combat, tu vois. Après, le problème des mecs, c'est que ils font pas de sparring, donc derrière, si tu combats pas, tu seras pas bon. Hein, mais, c'est ça. Mais parce que tu regardes même les mecs, par exemple, dans le Kalari Payat, t'as déjà vu cette discipline-là? Attends, les Indiens, ils sont toujours battus. C'était une des plus grandes armées au monde, tu vois. Et tu vois l'art martial, il a rien à voir avec du... tu vois, tu sais pas, hein. En fait, on sait jamais. Je me demande comment ils en sont venus à faire ça. Encore à l'époque, tu vois, les Grecs qui se battaient tout le temps. Il y avait vraiment du... Tu sais, ils se battaient, ils étaient au corps à corps, donc il y avait beaucoup de luttes, beaucoup de pugilat, tu vois. La boxe, et bon, t'avais les jeux du cirque, tu sais, les jeux dans les arènes du cirque, là, et tout. Mais tu voyais ça, mais dans les arts martiaux asiatiques ou même au karaté, tu te demandes s'ils se battaient dehors, tu vois. Peut-être ils s'attendaient comme ça et ils partaient. Mais tu te dis, dehors, j'ai jamais vu quelqu'un se battre comme ça. Est-ce qu'on a évolué? Est-ce qu'on a régressé? Ou est-ce que tu sais pas, hein. De toute façon, faut garder ce que je dis tout le temps, faut garder l'esprit ouvert parce que là, je le dis souvent dans mes commentaires quand les gens ils viennent critiquer un truc et tout. En fait, pour moi, c'est une vraie discipline au quotidien. Quand tu vois un truc qui de premier abord ça te parle pas, ça t'a l'air un peu bidon et tout, de dire non, ok, stop. Essaie de plutôt te dire tiens, pourquoi ils font comme ça?
est-ce que moi, il y a quelque chose que je pourrais en retirer, Ouais. l'idée, quelque chose, tu vois? Bah, Parce avec que le slap jutsu, c'est difficile. Ouais. Tu as déjà vu le slap jutsu là? Quand t'en as. Non, ça c'est chaud quand même. Il court, il fait ça, tac, 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 tac. Non, dans une Ah, piscine, le gars, il glisse, il met des coups de pied. il y a des trucs après c'est qui sont complètement- vraiment étranges et tout ça, mais d'une manière générale, tu vois, de se dire, d'avoir l'état d'esprit de dire, ok, bon, il faut un truc complètement différent qui va à l'opposé de ce que je crois, mais est-ce qu'au final, il n'y a peut-être pas quand même quelque chose là-dedans qui pourrait être intéressant? Ouais. Ils ont certainement une raison pour faire les choses comme ça, et chercher la raison, essayer de comprendre plutôt que de, tu vois, puis c'est toujours un peu, en fait, c'est d'accepter de remettre en question ses propres convictions et tout ça. Ça, tu te mets un peu plus en danger que c'est plus facile de dire non, de toute façon, moi j'ai appris comme ça, ce que je sais, c'est vrai. tu vois. Et du coup, ça c'est un truc, c'est une vraie discipline, je trouve, au quotidien. Tu vois quelque chose, parce qu'avec Internet, YouTube et tout, on voit plein, Facebook et tout ça, on même. voit tellement de choses, on prend tellement d'informations, c'est pas facile de faire le tri, mais surtout, je trouve que c'est hyper facile, par contre, de vite tu vois, cataloguer quelque chose comme non, ça c'est naze, ça marche pas et tout, tu vois. C'est clair. Plutôt que de juste prendre un instant et dire bah tiens, peut-être qu'il y a quand même quelque chose dedans quoi, à retirer. Mais pour revenir sur. Parce que voilà, bientôt il va falloir que j'aille à mon cours d'acrobatie, mais on va terminer vite fait sur Holloway. Moi j'aurais préféré voir Holloway contre Edgar, j'aurais trouvé que c'était un combat plus Ah ouais, intéressant. par contre, c'est un autre. Voilà. Parce que lui, par contre, il boxe très très bien. Ouais. Et voilà, ses enchaînements boxe plus lutte sont vraiment Et la intéressants. lutte, il a une lutte de malade. Et un cardio, voilà, cardio, et puis tu sais que tu vas pas le mettre KO comme c'est ça. Tu vois, Et, parce qu'il bouge tout le temps, Il justement. encaisse, il a un cardio, il a une lutte de malade, il amène tout le monde au sol. Hein. Ouais, Il amène tout le monde au ses sol. adversaires, c'est- à part José Aldo, Ouais. dans le dernier combat. C'est ça qui est intéressant. Mm. Dans le dernier combat, José Aldo, il a super bien combattu contre Frankie Nga. Ouais. Pour ça, faut pas lui jeter la. Non, Faut non. pas lui dire, ouais, vas-y, arrête là, arrête. Tu sais, Bah, je pense que Frankie Edgar, s'il n'y avait pas eu José Aldo, il était champion, il restait champion, tu vois, pendant un bon bout de temps, quoi. C'est pareil, là, c'est genre comment on appelle ça, c'est pas son némésis ou je sais plus comment on appelle ça, mais c'est son, ouais, c'est ça. c'est le mec qu'il n'arrive pas à battre Ouais. et qui l'empêche d'être champion. Mais parce que Holloway, bon, le mec est champion de l'UFC, donc on peut rien dire, il est bon, hein. Ouais. Mais moi je le trouve pas imprenable, Ouais. tu vois. Il a effectivement quand même son Contre un menton. Chad Mendes, contre Ouais, quelqu'un comme il ça. a son menton qui est hyper haut, donc s'il prend un mauvais coup, il risque de se faire mettre KO, tu vois. Après, il est quand même agressif, il gère bien la distance, il a plein de super qualités, sinon il serait pas champion. Hein. Mais tu vois, c'est pas Demetrius Johnson où tu as l'impression qu'il y a personne qui va réussir à le battre. Ouais. Moi, je suis pas convaincu que Holloway il va rester si longtemps que ça champion. Je me trompe peut-être complètement, hein, mais il est très bon et je pense qu'il a encore une grosse marge de progression, il continue à progresser et tout. Mais je le trouve pas imprenable. Tu vois. Ouais, c'est à voir encore. Mais il faut que. Ça serait bien que le combat Frankie Edgar Holloway se fasse pour le voir contre un lutteur. Hein. Tout le temps, tu sais, les styles, ça c'est intéressant. C'est pas pour le voir perdre, hein. C'est pour voir, pour analyser comment lui réagit, comment il s'adapte, comment le lutteur aussi casse la distance ou au moins quelqu'un qui boxe en courte distance. Tu vois. Parce que tu vois, même. Parce qu'il s'est pris des coups hein, quand même. Oui, il s'est pris des coups. Hein. Mais même Aldo, tu vois, à sa grande époque, bah, lui, je le trouvais imprenable. C'est-à-dire que tu voyais un combat d'Aldo, rarement dans ta. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé de me dire, ouais, là, il risque de perdre. Non, pour moi, à chaque fois, Aldo, t'es là, bon, bah, il va encore gagner, quoi. Mais, et pourtant, bah, il a fini par perdre, tu vois. Ou même Barao, il y a une époque, tu disais, mais lui, jamais il va perdre. Et le mec, c'était un tueur. Et puis, bah, Dillashaw, il l'a battu 2 fois sans problème, tu vois. T'as des mecs comme ça, mais. Alors, ça veut pas dire qu'ils seront jamais battus, mais je trouve que t'as des mecs qui te donnent l'impression qu'ils sont un peu imprenables. Et Holloway, il me donne pas du tout cette impression. Après, ouais, c'est ça. Hein, mais ça veut pas dire que c'est vrai. T'as toujours un anti-style et tout. T'as toujours un anti-style. Et surtout dans le MMA, avec l'évolution. Les mecs, une fois que t'es champion, ou même avant que tu sois champion, juste quand t'es amateur, tout le monde te connaît, tout le monde t'a analysé. Hein, avant que tu sois quelque part. Il suffit que tu sois un prospect qui soit. Qui monte un peu, tout le monde t'a déjà vu avant que tu sois à l'UFC. Donc, il faut que tu sois. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'évolution de Holloway et puis voir aussi ce qui arrive après. Hein, parce que là, on a eu Conor McGregor, mais c'est qui le prochain météorite qui arrive, là, qui va surprendre le monde? À mon avis, on va attendre un petit peu avant. Peut-être Francis Ngannou. Hein. Ngannou, de toute façon, Ngannou, c'est marrant parce que il n'est pas encore champion, mais ça fait des mois que, grosso modo, Joe Rogan, Dana White, et qu'il y a plein de gens qui disent lui, c'est le prochain champion des poids lourds de l'UFC.
Et du coup, je trouve que... Ça fait le même effet que quand Conor il est arrivé. Ouais, c'est-à-dire que c'est un mec, tu sens que c'est pas encore arrivé, mais en même temps, l'UFC, ils font un peu ce qu'il faut pour essayer de lui faire monter ils le mettent en avant, tu vois. Bah en plus, il a tout ce qu'il faut. Déjà, il est puissant, il a la plastique qu'il faut, il a une histoire derrière, donc c'est un bon produit pour l'UFC. Puis en plus, le mec, apparemment, il est cool, ça a l'air d'être une super personne et tout ça. Donc voilà, quoi, il a les résultats qui vont avec. Donc, le sky is the limit pour lui. Ouais. C'est clair, lui, je pense que ça va être une grosse star. Après, tu as des mecs ultra bons, mais je pense que avant qu'il y ait un autre Conor McGregor. T'as Cody No Love. Mais bon, il a perdu. Il a perdu et tout. Mais même, Conor, il a un truc. À part, au-delà de ses capacités de combattant, tu vois. Il a une personnalité, il a un truc qui fait que. Je pense que tu regardes le nombre de fans qu'il a sur les réseaux sociaux. Il y a personne dans les sports de combat qui est ne serait-ce qu'un petit peu proche de lui, quoi. Donc il a un truc exceptionnel à ce niveau-là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on trouve qu'il soit bon, qu'on n'aime pas du tout son style. Bah, ce mec, il a réussi à construire une personnalité et à construire sa propre marque en quelque sorte, quoi. Et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres qui vont réussir à atteindre un niveau de popularité aussi élevé. Mais je l'espère, hein. De toute façon, l'UFC, c'est l'objectif de l'UFC. Ouais. Mais encore une fois, il y a d'autres organisations qui viennent à côté. Par exemple, là, il y a le ONE FC. ONE FC, j'y vois les chiffres. C'est en Asie, donc on en entend moins parler. Mais attention, hein, le marché il commence à être énorme. Hein. Tu regardes le potentiel du ONE FC. Donc, tu as d'autres stars, à mon avis, qui vont venir de... C'est l'Est, enfin, ça dépend d'où on se place, mais tu as d'autres stars qui vont venir là, et puis peut-être aussi des Russes, parce qu'avec l'ACB qui vient partout en Angleterre, etc., ça se développe, hein. En plus ils sont super bien payés, donc, et puis ne pas non plus négliger le Bellator, tu as des gens aussi très très forts qui sont dedans. Rory McDonald, pour moi c'est un des meilleurs welterweight au monde. Hein. Le problème du Bellator, c'est qu'il n'y a pas les contrôles antidopage. Et bon, alors après, on aime ou on n'aime pas. Ouais, on n'aime pas. Moi, j'écoutais. Après, c'est pas. C'est un peu. C'est pas tabou ce que je vais dire, mais voilà, regarde, un Vitor Belfort dopé là. Comme il dit, je regarde. T'es content de le voir combattre, tu vois. Quand il casse la gueule de tout le monde et tout, tu te dis, le mec, il s'est pris des KO toute sa vie. En plus, dopé, c'est des contrôles, c'est des rééquilibrages hormonaux et tout. Donc, encore une fois, faut tout remettre dans son contexte, voir, tu vois, c'est pas non plus. C'est ça. Et puis, c'est des mecs qui se prennent des parpaings dans la gueule toute la journée, souvent, qui se blessent et tout. Donc, le corps aussi, il s'abîme avec le temps. Donc, qu'est-ce qui empêche à ce mec-là? Bah, tu veux qu'il va voir le médecin et puis il lui dit, bah, ok, toi, tu as un petit déficit avec ça, on va remonter ça. Et comme ça, tu seras pareil que tout le monde. Je pense que. Ouais, mais s'il a un déficit, c'est parce qu'il a pris des choses avant. Sinon, il y a ça aussi. Un mec mais c'est cool qui est quand sportif même, de toute sa vie. Oui, mais moi j'aurais bien voulu voir, comme il dit, Uber Fedor contre Uber Krokop ou Uber Fedor contre Uber. Tu vois, je veux dire, ces mecs-là, c'était bien. Tu vois ça au Japon, tu te dis, voilà, les mecs ils savent ce qu'ils vont. On devrait avoir une ligue de gars pas dopés. Et une ligue avec des mecs qui vont dire, ok, vous signez, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, tu vois. C'est juste les conséquences en fait, c'est-à-dire que les conséquences sont que tu développes quand même des capacités presque surhumaines, mais ta capacité par contre d'encaissement, elle doit diminuer. Bah non, peut-être pas, parce qu'il y en a certains qui tu encaisses mieux, c'est-à-dire que tu encaisses mieux, c'est-à-dire que tu perds pas connaissance, mais les dégâts que tu subis, je pense pas qu'ils sont pas amoindris. Ils sont pas amoindris. Donc, tu as un mec qui est en face, qui tape plus fort que ce qui est réellement possible pour un être humain, avec un cardio de malade, une agressivité de malade. C'est juste, moi, c'est juste toujours mon point de vue santé, si tu veux. C'est clair. Mais regarde, pour le spectacle, en tant que spectateur, c'est ça que je te dis. C'est au niveau du spectacle, et puis aussi au niveau de. Tu vois des combats exceptionnels, tu vois des trucs de malade. À l'époque où Bob Sapp il combattait, bon, voilà quoi. Mais même Lesnar, Overeem, les deux, c'était des monstres. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Et de toute façon, regarde, vraiment, tu crois vraiment qu'à l'UFC les gars ils prennent pas de produits? Le gars dans le reportage Icar là sur Netflix, le gars il lui pose la question, le gars du CIO, du comité olympique, il lui dit qu'il est possible de gagner dans une discipline majeure, de faire un podium, une discipline majeure des Jeux Olympiques, genre pas le curling. Donc c'est pas pour enlever le curling, dit que c'est pas bien. Voilà, tu vois, je parle des disciplines genre l'athlétisme, tout ça, sans se doper, sans un dopage d'une forme, tu vois.
parce qu'après, encore une fois, dopage, c'est un gros mot. Et il dit non. Hmm. Tu vois, donc c'est pas celui qui se dope ou qui se dope pas. Non, c'est celui qui a le meilleur laboratoire qui va créer des produits qui sont pas encore testés. Tu crois que TJ Dillashaw il prend rien ou des trucs comme ça? Je sais pas, hein. C'est à voir. Par exemple, tu regardes Mighty Mouse quand il a boxé contre le petit russe là, je sais plus. Ah, le mec du Sambo là. Ouais. Lui, il s'est fait toper pour dopage. Ouais. Il s'est fatigué dans le combat, le russe là. Il s'est fatigué. Il prenait de l'EPO. Alors qu'il s'est fait attraper pour EPO. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand même, il y a des choses à prendre en compte et il y a toute proportion gardée. Il faut bien tout calculer et tout ça. Je pense que c'est peut-être plus les mêmes formes de dopage qu'on a maintenant. Bah, parce qu'il y a quand même des combattants qui combattent plus comme avant à l'UFC, qui n'ont plus les mêmes résultats. Plus les mêmes résultats, c'est clair. Et tu te poses quand même la question, quoi. Ouais, certains oui, mais tu en as d'autres, je pense que quand même c'est certains oui, je pense qu'il y a même s'il y a une évolution dans la technique, les gens chercheront toujours le petit truc qui va leur faire être au-dessus. Et que ça soit dans la supplémentation, dans tout ça, je pense que voilà, regarde par exemple, Joe Rogan il en parlait, hein, les mecs qui vont en Thaïlande, parce qu'ils savent que l'USADA là, ils vont pas venir, c'est l'institut qui teste les gens là, tu sais, ils vont pas forcément venir en Thaïlande, parce que dans ton téléphone, tu dois dire quand tu es à l'UFC, tu dois dire où t'es, ils doivent pouvoir venir à n'importe quel moment apparemment. Bon, j'ai pas tous les détails, je connais pas parfaitement, mais je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il dit. Et donc ils vont en Thaïlande pour pouvoir prendre leurs produits, faire un petit cycle, et comme ça quand ils reviennent, ils sont tranquilles, tu vois, il y en a plusieurs qui font ça. Donc déjà, si ça existe, alors que ça c'est une solution grossière, tu t'imagines même pas des gars qui peuvent payer, par exemple, tu as eu des scandales en athlétisme avec certains sprinteurs et tout, qui avaient carrément des laboratoires qui payaient les gars pour faire des molécules qui soient non testables. Ouais. Pas encore testables, tu vois. Donc par contre, là, ce qu'ils font l'UFC, c'est qu'ils gardent le sang congelé et le retestent au bout de 3 ans. Mais qu'est-ce qu'il s'en fout, le gars? S'il est champion UFC, là, dans 3 ans, il lui enlève son truc. S'il a pris ses sous, il en a rien à foutre, tu vois. Donc il y a ça aussi qui... Tu vois, il faut que les gens ils voient là, le truc. Et encore une fois, le reportage Icar là, sur Icarus ou Icar sur Netflix, magnifique. Ouais, faut que je le regarde, j'ai pas regardé celui-là encore. Magnifique. Joe Rogan, il en parle souvent. Tu commences à rigoler. Hein. Quand tu vois le reportage, tu fais ah, ok. Ouais, je vais le regarder. 90% de l'équipe russe aux Jeux Olympiques de Brésil, elle devait être écartée. Ouais, c'est un truc de malade. Voilà. Bon, bah, écoute, c'est cool, il faut que j'aille mon cours d'acrobatie. Okay. Bah, bon cours, bonne acrobatie. Et puis, de toute façon, on se refera ça, même pour d'autres UFC et tout. On voulait parler du combat d'Anissa Meksen, mais on l'a zappé. C'est pas parce grave. Que c'était tellement technique qu'il y a trop de trucs à dire. Ouais, mais en tout cas, félicitations à elle. C'est super d'avoir une championne française. Entre Francis Ngannou et Anissa Meksen, on montre quand même que le striking, en tout cas, striking dans le MMA et striking en général, en France, il a... beaucoup de... Mais en France, on a une bonne école de pied-point, de toute façon. On a un bon niveau de pied-point, même dans la boxe taille. On est peut-être 3e pays. Voilà, on est vraiment... Enfin, voilà, il y a... Maintenant, on a tout. Même là, regarde, en lutte, il y a une fille, je sais plus comment elle s'appelle, au club qui a fait championne du monde, là, à Bagnolet. Donc maintenant, on a tout. Au sol, avec des Tolma Loubersan, des Nicolas Régnier, tout ça. On a tout. En fait, on a tout. Maintenant, tout ce qui nous manque, c'est l'autorisation d'avoir l'autorisation d'avoir le MMA. Je pense que ça va... Ce qui paraît, il y en a qui disent que c'est en train de... Il y a des pourparlers et tout, que ça va peut-être se débloquer, mais bon, tant que c'est pas arrivé... C'est ça, ouais. Pour l'instant, on peut rien dire, mais je pense que c'est pour pas longtemps. Mais on verra. Bon, merci Johnny. Merci à toi, Allez, Greg. ciao. Ciao.